la pause et on va rentrer dans le vif du sujet de la stimulation ovarienne avec un cours que Chloé va vous faire pour vous montrer un peu tous les différents types de stimulation ovarienne qui peuvent être faites en hors FIV. On est vraiment dans la stimulation dédiée à l'obtention de un ou deux follicules et puis il va vous repréciser les indications des stimulations et des inséminations. C'est un cours avec plein de recettes. Je crois qu'il y a une heure et demie de cours. Je pense que c'est là où il faut essayer d'être le plus attentif possible parce qu'elle a plein de messages importants pour la clinique à vous délivrer. Donc voilà, profitez-en bien. Merci Chloé. C'est germanique comme cours, hein. C'est très rigoureux. J'essaye d'être simple. Merci. Bon, alors, je vous montre encore une fois le schéma que vous avez déjà vu 36 000 fois, mais sur cette histoire d'ouverture et de fermeture de la fenêtre de FSH. Maintenant, vous le savez, c'est à l'origine du recrutement des follicules, sachant que la fenêtre de FSH, elle s'ouvre en fin de phase lutéale du cycle précédent, si vous vous rappelez. Quand le corps jaune se involue, vous avez une baisse des taux de progestérone et du coup, levée du rétrocontrôle négatif qu'ils exerçaient avec le stradiol sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et donc, la fenêtre de FSH, elle s'ouvre en fin de phase lutéale et elle va recruter une petite cohorte je sais pas, une dizaine de follicules en trop qui commencent leur croissance. Et vous savez qu'ensuite, arrivé en milieu de phase folliculaire, donc si on prend un cycle de 28 jours classique vers J7, tous ces follicules ont commencé à bien grandir, produisent de plus en plus de stradiol, et du coup, à nouveau, il va y avoir un rétrocontrôle négatif de l'œstradiol sur l'axe hypothalamo-hypophysaire qui fait que la fenêtre de FSH, elle va se fermer, elle va s'inverser, et c'est ça qui assure le mécanisme de dominance et le fait qu'un seul follicule soit sélectionné en cycle naturel non stimulé. Et vous allez voir qu'en fait, cette mécanique, elle est à la base de tous les traitements de stimulation simple, que ce soit le clomide, le létrozole ou les gonadotrophines. Et alors, petit message de rappel aussi, on a déjà fait une séance de monito, mais je vous le redis, parce que c'est ce qu'on va surveiller au cours des monitorages de l'ovulation. C'est à l'écho, on vise un follicule mature préovulatoire. En général, on dit qu'il fait entre 17 et 20 mm avant l'ovulation. Et on surveille éventuellement en parallèle le bilan hormonal avec un taux de stradiol théoriquement produit par un follicule mature aux alentours de 250 picogrammes par ml. Et puis un autre message important à garder en tête quand vous faites les monitorages échographiques, c'est que classiquement on dit qu'un follicule il grossit de 2 mm par jour. Donc ça vous permet, en ayant cette notion en tête, de savoir quand reconvoquer les patientes. Est-ce que vous pouvez attendre 1, 2, éventuellement 3 jours. Et alors aujourd'hui, comme on parle des stimulations simples et des inséminations, en fait, on va se cantonner au groupe 1 et 2 de l'OMS concernant la classification des 10 ovulations, parce que l'insuffisance ovarienne, on vous le redira, mais ce n'est pas une indication de stimulation de l'ovulation. Une femme qui a une insuffisance ovarienne, alors tout dépend de son degré, mais classiquement, quand on a une IOP installée, ça ne sert à rien de stimuler l'ovulation, les ovaires ne fonctionnent plus, et on oriente plutôt les patientes en don d'ovocytes. Donc, on va parler de comment stimuler les hypo-hypo, donc les anovulations d'origine centrale, le groupe 1, et puis les anovulations du groupe 2, OPK et oligo-anovulation idiopathique, un peu apparentées aux OPK, mais pour lesquelles vous n'avez pas les 2 critères de Rotterdam dont on vous parle depuis hier. Et alors, voilà ce qu'on va voir. D'abord, on va discuter de comment induire une ovulation. Très rapidement, je vais passer sur inositol, metformine parce que c'est pas vraiment des inducteurs de l'ovulation, c'est plus des traitements un peu adjuvants. Je vais vous rappeler, faire la synthèse de ce qui ressort de la littérature aujourd'hui, mais on va surtout parler à nouveau du clomide, du létrozole et puis des gonadotrophines parce que ça, on l'a pas du tout vu avant. Et après, on va réfléchir à quand est-ce qu'il faut faire une insémination
plus ou moins associés à une stimulation de l'ovulation avant. Et on va parler du soutien de la phase lutéale dans ces traitements-là. Quand est-ce qu'il y a une indication à soutenir la phase lutéale ou pas? Donc, si on part sur les stimulations simples de l'ovulation, le rappel fondamental, on va vous le redire tout au long de la semaine, c'est qu'on ne décide pas d'un traitement sans avoir fait un bilan complet de l'infertilité. Donc, vous devez au minimum, avant de prescrire une induction simple de l'ovulation, avoir vérifié le spermogramme du conjoint. Évidemment, il n'y a aucun intérêt à faire une stim simple s'il y a une oligo-asténotérato sévère. Vous ne donnerez pas des bonnes chances de naissance à votre patiente. Et bien sûr, il faut vérifier la perméabilité tubaire et au moins par l'interrogatoire, l'absence de signes évocateurs d'endométriose, parce que je vais vous le dire, à notre sens, l'endométriose n'est pas une bonne indication de stimulation ou d'insémination. Donc c'est seulement quand vous êtes sûr que le seul problème qui explique l'infertilité de votre patiente, c'est une dysovulation isolée, sans anomalie spermatique, sans atteinte tubaire, sans endométriose associée, et ben c'est quand vous avez ces vous avez éliminé toutes les autres causes d'infertilité que vous allez vous dire, allez, je propose en première ligne une induction de l'ovulation à ma patiente. Et dans ce cas-là, il va falloir que vous gardiez un objectif fondamental en tête pour surveiller vos traitements, c'est que vous voulez que votre patiente ait une grossesse unique avec naissance d'un enfant vivant en bonne santé. Donc l'objectif, ça va vraiment être, contrairement à la FIV, une stimulation mono ou au max bifolliculaire. Et du coup, il va falloir trouver la bonne balance et le bon nombre de follicules préovulatoires, max 1 ou 2, pour atteindre cet objectif et pas risquer des complications. Alors les principales complications qu'on veut éviter en stim simple, c'est les grossesses multiples et l'hyperstime, mais globalement c'est hyper rare. Mais donc pensez toujours qu'il faut trouver la juste balance entre un taux de grossesse et de naissance satisfaisant et pas trop de complications. Et donc max 1 ou 2 follicules matures avec vos traitements. Alors, l'inositol. Geoffroy Robin vous en a déjà un petit peu parlé hier. Donc, très rapidement, l'inositol, c'est un second messager dans la voie de l'insuline, qui est une voie complexe, là, vous voyez schématisée ici. On se fiche complètement de cette voie en détail, mais l'idée, c'est que l'inositol va pouvoir jouer sur l'insulinorésistance qui, vous le savez, est très souvent associée au syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, en diminuant l'insulinorésistance, il fait baisser l'hyperinsulinémie associée et du coup, il fait baisser les taux d'androgènes au niveau ovarien et donc, il pourrait potentiellement améliorer l'ovulation des patientes par ce biais. Actuellement, il y a 2 isomères de l'inositol que vous pouvez prescrire. Il y a le myoinositol et le déchiroinositol. Et je vous ai mis les posologies auxquelles on les a données dans les différentes études. Et bon, en général, on dit qu'il faut le donner au moins 2-3 mois pour voir un effet. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont été évalués dans la littérature. Et alors, l'inositol, il y a des études sur le plan hormonal et métabolique qui ont été menées chez les patientes OPK et qui ont mis en évidence un bénéfice de l'inositol. On voit qu'il améliore le profil hormonal, c'est-à-dire qu'il fait baisser l'hyperandrogénie des patientes OPK et il améliore leur profil métabolique. Donc, il fait baisser via son action insulino-sensibilisatrice. Il diminue l'intolérance au glucose, il améliore les chiffres de cholestérol et aussi celles qui ont une tension un peu élevée, il fait baisser les chiffres tensionnels. Donc il y a un bénéfice qui est connu de l'inositol sur ce plan-là chez les patientes OPK. Par ailleurs, à prendre en compte, c'est que c'est un traitement qui est bien toléré. Quand vous prenez de l'inositol tous les jours, il n'y a pas trop d'effets indésirables. Alors par contre, là où on pêche, et on vous l'a déjà dit hier, c'est qu'on a très peu de données sur l'inositol et fertilité. Et donc, je vous ai mis en bas les références de 2 méta-analyses assez récentes de la Cochrane et puis une autre du British Journal qui sont sorties il y a 4-5 ans, qui font le point sur inositol et fertilité. Et en fait, il y a extrêmement peu d'études quand vous regardez les résultats de ces méta-analyses. Surtout, quand vous regardez les effectifs des études, c'est ridicule. C'est en général moins de 100 patientes. Et la plupart des études, elles n'ont pas comme critère principal le taux de naissance vivante, qui est le truc qui nous intéresse
pour les patientes en fertilité. Souvent, ils regardent soit les taux d'ovulation, soit les taux de grossesse clinique, mais très peu se sont donné les moyens d'analyser les naissances vivantes. Et alors, ce qu'on a constaté dans ces études, eh bien, c'est que oui, l'inositol, quand on le compare à un placebo, il semble améliorer les taux d'ovulation chez les patientes OPK, avec un faible niveau de preuve, mais on a quand même l'impression que si vous donnez de l'inositol à une patiente SOPK, eh ben, elle ovule un peu plus qu'une patiente qui a un placebo. Par contre, clairement, l'inositol ne fait pas mieux, il fait même pas pareil que le clomide ou le létrozole dans l'induction de l'ovulation. Donc en fait, on va le voir, clomide et létrozole restent les traitements de première ligne en induction de l'ovulation chez ces patientes. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune recommandation pour donner systématiquement de l'inositol à vos patientes OPK dans le cadre de la prise en charge de l'infertilité. Euh, Maintenant, c'est vrai que je pense de plus en plus de gens se mettent à le donner parce que, je vous ai dit, c'est un traitement pour lequel on ne prend pas trop de risques non plus à le prescrire. Il est bien toléré, mais je pense qu'il faut discuter avec les patientes et leur dire que clairement, il n'y a pas de bénéfice prouvé sur la fertilité. Et donc, il y a pas mal d'essais en cours pour essayer, avec des études de plus forte puissance, de montrer s'il y a un vrai intérêt ou pas à le donner aux patientes SOPK infertiles. Alors, la metformine. Je vous ai mis ce petit schéma, on va le revoir plusieurs fois au cours du topo. En fait, je trouvais ça assez sympa. C'est pour expliquer comment fonctionnent les différents traitements qui peuvent être utilisés en induction de l'ovulation chez les patientes OPK. Donc, vous le savez, l'anomalie de base, c'est une hyperandrogénie ovarienne. Et donc, par différentes façons, on va pouvoir essayer de diminuer cette hyperandrogénie et donc améliorer l'ovulation. Il y a tous les médicaments qui agissent sur l'insulinorésistance et qui vont donc faire baisser l'insulinémie. Donc c'est le cas de la metformine, c'est un peu le cas de l'inositol dont on vient de parler, et puis c'est le cas aussi quand vous leur demandez de perdre du poids, parce que c'est la première chose à faire, c'est mettre en place des mesures hygiéno-diététiques pour agir par ce biais sur l'insulinorésistance. Et après, vous verrez qu'il y a le clomide et les gonadotrophines qui en fait jouent sur la sécrétion de FSH ou qui consiste en l'administration de FSH pour ouvrir la fenêtre. Et puis il y a les inhibiteurs de l'aromatase, le létrozole, qui eux jouent sur l'aromatisation des androgènes en œstrogènes et qui vont permettre en baissant les taux d'androgènes d'œstrogènes périphériques, de à nouveau ouvrir la fenêtre de FSH. Alors la metformine, donc c'est un insulinosensibilisateur. Geoffroy Robin vous l'a dit hier, dans les études sur metformine et fertilité, les doses qui ont été étudiées, c'est soit 500 x 3, soit 850 x 2, avec des variations d'une étude à l'autre, mais c'est un peu, ça doit être vos objectifs de traitement si vous voulez le donner. Actuellement en France, sachez qu'il n'a pas d'AMM en induction de l'ovulation, hein, c'est une prescription hors AMM, et on a une difficulté majeure d'adhésion des patientes au traitement, d'observance, parce qu'il est assez mal toléré sur le plan digestif. Il vous l'a déjà dit hier, si vous voulez le prescrire, il faut privilégier les prises au milieu des repas et puis augmenter très progressivement les doses. Et c'est vrai qu'on fait pareil que lui, on donne 500 mg pendant 7 à 10 jours. Après, vous passez un 500 x 2 si c'est bien toléré. Et ensuite, 500 x 3, et éventuellement 850 x 2 après si vous y arrivez. Et le message, c'est que quand on donne de la metformine à une patiente OPK qui a un désir de grossesse, eh ben, on le donne en continu jusqu'à l'obtention d'une grossesse et on l'arrête une fois qu'elle est enceinte. Alors, que dit la littérature sur metformine et fertilité chez les patientes OPK? Alors, ici, vous avez les résultats de la dernière Cochrane sur le sujet en 2019. Plus de 4000 patientes OPK. Quand on compare la metformine à un placebo, eh bien, vous avez a priori un bénéfice sur les taux d'ovulation et les taux de grossesse clinique, puisque vous voyez ici les intervalles de confiance. Là, ils ne comprennent pas 1, ça veut dire qu'il y a une différence significative en faveur de la metformine par rapport au placebo. Et par contre, quand on regarde les taux de naissance vivante, eh bien, le résultat n'est pas significatif, puisque vous avez 1 dans l'intervalle de confiance, mais on a quand même l'impression qu'il y a une tendance à un bénéfice. Donc la metformine pourrait améliorer potentiellement les chances de naissance chez les patientes OPK par rapport au placebo. Néanmoins, attention, vous voyez ici que les niveaux de preuve des études, ils sont bas.
bas à modéré. Donc, on n'a pas beaucoup d'études, pas beaucoup d'effectifs à prendre enfin, avec, un peu recul. Après, quand on compare la metformine au clomide ou au létrozole, les résultats d'ailleurs sont les mêmes, qui, vous le savez, sont les traitements d'induction de l'ovulation en première ligne chez ces patientes. Eh bien, globalement, la metformine ne fait pas mieux que le clomide ou le létrozole. Euh, et même, elle fait moins bien chez les patientes qui sont obèses. Ok, BMI à plus de 30, la metformine, ça marche pas bien, ça marche moins bien que le clomide et que le létrozole. Et puis on a là encore des niveaux de preuve pour les études qui regardent les naissances très bas. Donc jusque-là, pas de raison de se dire la metformine va remplacer le clomide et le létrozole en première ligne d'induction de l'ovulation. Et dernier groupe d'analyse qu'ils ont fait, ils ont regardé si quand vous associez metformine avec clomide ou létrozole par rapport à donner du clomide ou du létrozole tout seul, est-ce qu'on fait mieux? Et là, eh bien, il semble qu'il y ait un bénéfice, oui, sur les taux d'ovulation et de grossesse clinique. On n'a pas assez de preuves et de puissance probablement pour montrer un bénéfice de l'association sur les naissances. Et par contre, regardez, quand vous donnez de la metformine aux patientes avec le clomide, il y a beaucoup plus d'effets indésirables digestifs, donc c'est moins bien toléré que de donner du clomide ou du létrozole tout seul. Donc pour résumer, je vous ai mis les recommandations américaines de la Société de médecine de la reproduction sur qu'est-ce qu'on doit faire pour une patiente OPK qui a une insulinorésistance, ce qui n'est pas le cas de toutes, hein. D'abord, les règles hygiéno-diététiques, et puis si ça ne suffit pas à rétablir des cycles et induire une ovulation dans les 3 mois, la première ligne d'induction de l'ovulation, c'est clomide ou létrozole. Je ne vous l'ai pas mis là, mais c'est voilà, il ne change pas le fait qu'en première ligne, c'est les anti-œstrogènes en fait. Par contre, la place de la metformine pourrait être en cas de résistance au clomide, après 2 ou 3 cycles, en essayant de changer la dose de clomide si vous voyez que votre patiente ovule pas. Peut-être vous pouvez lui adjoindre de la metformine pour les 2, 3, 4 cycles suivants, parce qu'on a vu que ça pouvait améliorer les taux d'ovulation et de grossesse. Et en fait, les Européens, eux, ils disent quoi? Ils disent que c'est certain que chez les femmes obèses, il faut donner du clomide ou du létrozole parce que je vous l'ai montré, la metformine ne marche pas chez les patientes très obèses pour induire une ovulation. Par contre, là aussi, il laisse une place de l'association avec du clomide à la metformine si jamais le clomide tout seul ne marche pas. Donc c'est un peu la même chose. Les Européens, les Américains, ils sont d'accord. Ils se disent que ce n'est pas un traitement à considérer en première intention pour une induction de l'ovulation chez une femme OPK. Par contre, on peut en discuter s'il y a une résistance au clomide ou au létrozole. Bon, donc en gros, c'est pas du. Enfin, nous, on n'en donne pas, par exemple, la metformine, je vous avoue. Et je sais que les gynécomèdes de l'équipe le donnent surtout aux femmes OPK qui ont une insulinorésistance, mais plus pour l'amélioration de leur profil métabolique. Et puis, si elles ont un désir de grossesse à un moment, elles leur laissent la metformine. Mais on ne le donne pas dans le seul but d'induire une ovulation et d'améliorer la fertilité de ces patientes. Alors, le clomide, bon, on en a déjà pas mal parlé hier. Je vous fais quelques rappels, sauf si vous me dites que c'est hyper clair pour tout le monde. Non, je fais. Bon, allez, donc le clomide, c'est un modulateur sélectif des récepteurs aux œstrogènes. Vous avez compris qu'on l'utilise pour son effet anti-œstrogénique sur les récepteurs hypothalamiques. Que c'est un médicament qui va avoir un effet dose dépendant. Donc, on va en reparler, mais on peut varier la dose pour ajuster l'effet et obtenir un recrutement mono ou bifolliculaire. Et donc, son but, ça va être d'initier artificiellement la fenêtre de FSH qui n'existe pas chez ces patientes anovulatoires. Alors, je vous ai mis ce petit schéma qui est différent de ceux qu'on vous a montrés hier. Vous avez ici en violet la molécule de clomide. Et en fait, vous voyez qu'elle se fixe sur les récepteurs aux œstrogènes au niveau hypothalamique et qu'elle va bloquer en fait l'action de l'œstradiol endogène qui envoie chez ces patientes un message tout le temps de rétrocontrôle négatif et qui fait que leur axe il est un peu bloqué et qu'il n'y a jamais d'ouverture de la fenêtre de FSH ou rarement. Et donc, en donnant du clomide et en bloquant ces récepteurs hypothalamiques à l'œstradiol, vous allez en fait
augmenter la pulsatilité de la GnRH et faire s'ouvrir artificiellement la fenêtre de FSH et donc induire un recrutement folliculaire. Alors, la difficulté qu'on a avec le Clomid, il y en a deux, retenez-le. Un, il a une demi-vie un peu longue, on vous l'a dit aussi hier, et du coup, vous allez le donner que 5 jours en début de cycle, mais en fait, une fois qu'elle l'arrête, il reste encore à bloquer les récepteurs hypothalamiques à l'œstradiol. Et du coup, en milieu de phase folliculaire, au moment où l'œstradiol réaugmente et doit induire un rétrocontrôle négatif pour fermer la fenêtre de FSH et ne sélectionner qu'un follicule, il est possible que votre molécule de Clomid elle soit toujours fixée sur vos récepteurs hypothalamiques à l'œstradiol et que du coup, ce mécanisme de rétrocontrôle négatif s'exerce moins bien ou pas. Et donc, la conséquence, c'est un recrutement potentiellement multifolliculaire, donc le risque de grossesse multiple. Et ça, c'est la raison pour laquelle vous devez absolument monitorer, au moins par écho, vos cycles de Clomid. C'est impensable de donner du Clomid sans surveillance, au moins échographique. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous risquez trop des grossesses multiples. Le deuxième problème du Clomid, c'est, on vous l'a dit, il a un effet anti-œstrogénique aussi sur d'autres récepteurs qu'à l'échelle de l'hypothalamus, notamment au niveau utérin, sur les récepteurs de l'endomètre et de la glaire, enfin au niveau du col. Il va aussi avoir un effet anti-œstrogénique, d'où les histoires chez certaines patientes d'atrophie de l'endomètre qui font diminuer les chances de naissance et parfois de glaire cervicale impropre qui explique que même s'il induit l'ovulation chez pas mal de patientes, vous n'avez pas 50% de taux de naissance à chaque cycle de Clomid parce que probablement chez certaines femmes, la glaire ne laisse pas passer les spermatozoïdes ou l'endomètre n'est pas propre à l'implantation. Donc, quand est-ce qu'on donne du Clomid? Je pense que vous avez retenu le message hier. Globalement, l'indication, quasiment la seule, c'est les dysovulations du groupe 2 de l'OMS, OPK et dysovulation idiopathique. Après avoir vérifié, bien sûr, que votre patiente a un axe hypothalamo-hypophysaire fonctionnel, parce que si vous donnez du Clomid à un vrai hypo-hypo profond, ça ne va jamais marcher, son hypophyse ne sera pas capable de produire de la FSH. Et bien sûr, sperme normal et trompe perméable. Et alors, globalement, retenez qu'il n'y a pas d'indication pour le Clomid dans les hypo-hypo vraiment sévères, dans les IOP, aucun intérêt. Et puis, tout ce qui est infertilité tubaire, masculine, endométriose ou infertilité inexpliquée chez une femme qui n'a aucun problème d'ovulation, en donnant du Clomid, vous n'améliorez pas ses chances de grossesse naturelle. Comment ça se prescrit? Bon, souvent, on en a parlé hier, comme ces femmes n'ont pas de cycle ou alors une spanioménorrhée, ça peut être compliqué de savoir quand leur faire commencer le Clomid. Classiquement, on donne tous 10 jours de progestérone pour induire des vraies règles, des vrais saignements, et pouvoir leur dire que quand elles saignent, c'est J1 de leur cycle, et elles peuvent commencer le Clomid à J2 ou J3, peu importe. Il y en a même qui commencent à J4. Mais l'idée, c'est je commence le Clomid entre J2 et J4 au moment de ma phase, de mon début de phase folliculaire. Et je vais le donner pendant 5 jours. Et on commence à la dose d'un comprimé par jour, soit 50 mg. Après, gardez en tête que vous allez pouvoir varier les doses entre un demi-comprimé par jour et jusqu'à 3. Mais ça, c'est que pour les prochains cycles, selon comment votre patiente va répondre à ce premier cycle. Donc, je commence à un comprimé par jour. Et alors là, vous avez vu, il y a une variation. Le monitorage minimal, c'est je vois ma patiente pour une écho à J12. Alors ici, on vous a dit, on essaye d'être un peu standardisé parce qu'on a beaucoup de patientes et beaucoup de personnel paramédical. Donc, c'est vrai que nous, on les voit un peu plus tôt, vers J10. Et en plus de l'écho, on leur fait un bilan hormonal avec œstradiol, LH, progestérone pour pouvoir vraiment affiner la notion qu'on a du moment où elle est de son cycle en fonction des taux de ces différentes hormones et de la mesure folliculaire à l'écho. Et alors là, à ce premier monito, qu'est-ce qui se passe? Il y a différents cas de figure. On va dire qu'on est à J12, hein, parce que souvent c'est à J12 qu'il commence à se passer quelque chose. Si vous avez aucun follicule qui fait plus de 12 mm, ça veut dire que vous n'avez pas recruté. Il n'y a rien qui se passe en fait. Votre dose de Clomid est probablement insuffisante. Vous n'allez pas l'augmenter tout de suite dans le schéma classique. Ce sera que pour le cycle d'après. Par contre, vous pouvez revoir la patiente
2-3 jours après, vers J14, J15, pour être sûr que vraiment il ne se passe rien et qu'il n'y a pas un follicule qui commence à pousser plus tard. Mais si à J14 ou J15, il y a 0 follicule au-dessous de 12, ça veut dire qu'elle n'a pas répondu à votre dose de clomide. Donc vous allez induire des règles à nouveau par du faston, puisque c'est un cycle anovulatoire, et vous allez lui dire de commencer à 2 comprimés par jour le cycle suivant. Ok, ça c'est le cas de non-réponse. Alors deuxième cas, le cas idéal, vers J10, J12, vous avez 1, 2, peut-être 3 follicules qui commencent à être au-dessus de 12 mm. Enfin, en tout cas, vous avez l'impression qu'il y a un recrutement folliculaire qui a démarré. Et dans ce cas-là, vous allez les voir probablement entre 1 et 3 jours plus tard, selon la taille du plus gros follicule, pour essayer d'arriver au bon moment pour avoir vos critères de, disons, alors, on a dit qu'on ne déclenchait pas forcément l'ovulation, mais pour arriver juste avant qu'elle ovule. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 1 ou 2 follicules matures, donc qui font plus de 17 mm, d'avoir un taux de stradiol concordant. Je vous ai dit, un follicule mature, c'est 250 picogrammes par ml. Si vous en avez 2, on est probablement aux alentours de 500. J'ai mis max 650 parce que quand même, si vous avez plus de 650 picogrammes par ml de stradiol, attention, soyez bien sûr de votre écho, mais il y a quand même un risque de grossesse multiple. Et donc, soyez vigilants. Voilà, ce n'est pas des critères hyper fixes. Enfin, bien sûr, on l'a dit hier, il faut vous adapter au terrain de votre patiente, à son niveau de base en estradiol, peut-être au cycle précédent, mais c'est des éléments de vigilance, on va dire. Et puis, bien sûr, faites attention à l'endomètre. Théoriquement, un endomètre en période préovulatoire, il est au moins à 7-8 mm. S'il est entre 3 et 5, ça doit allumer une petite lumière dans votre tête, vous dire ah, peut-être ma patiente, elle fait partie de celles qui ont un effet anti-œstrogénique endométrial du clomide. Je vais peut-être pas m'acharner si au bout de 2-3 cycles ovulatoires, elle n'est pas enceinte, je vais m'arrêter. Bon, donc ça, c'est le cas de figure super. Elle répond à votre première dose de clomide. Et finalement, une fois que vous l'avez revue 1, 2, 3 fois max peut-être, et que vous avez ces critères-là, vous allez lui dire, Madame, vous êtes sur le point d'ovuler. Et là, les pratiques diffèrent. Il n'y a pas de bénéfice à déclencher l'ovulation. Vous pouvez la laisser ovuler seule. Le fait de déclencher l'ovulation par de l'HCG recombinante, la Levitrel, ça n'améliore pas les chances de grossesse. Mais nous, on le fait parce que ça permet de donner une idée plus précise du moment des rapports. Puisque je vous rappelle que les cycles de clomide, c'est une induction de l'ovulation pour avoir des rapports programmés dans la période qui entoure, enfin qui précède surtout l'ovulation. Donc, une fois que vous avez ces critères-là, si vous déclenchez l'ovulation, vous le faites le soir même par une injection sous-cutanée d'HCG et vous lui dites d'avoir des rapports dès ce soir-là, tous les 1 ou 2 jours, pendant 3-4 jours. Si vous ne déclenchez pas, même message. Elle ne fait pas l'injection, mais par contre, elle commence à avoir des rapports le soir même pendant 3-4 jours. Si on est dans le troisième cas de figure, j'arrive aux alentours de J12, J14, j'ai une réponse excessive. J'ai 3-4 follicules qui sont à plus de 13 mm, parce qu'on va le revoir, on parlait hier d'à partir de quelle taille un follicule est associé à un risque de grossesse multiple. J'ai revu hier, je vous montrerai un article dessus, c'est aux alentours de 12-13. Si vous avez plus de à partir de 3 follicules qui sont quasiment matures, moi je pense qu'il faut annuler le cycle et donc dire à la patiente d'avoir des rapports protégés. Vous n'avez pas besoin d'induire de règles, elle va les avoir puisqu'elle va ovuler. Donc vous lui dites juste que le mois prochain, dès qu'elle a ses règles, le lendemain ou le surlendemain, elle va commencer le clomide à 1,5 par jour. Ok. Qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre? Et donc ça, c'est la conduite des cycles. Et on est tous d'accord pour dire que c'est 6 cycles max de clomide si vous arrivez à induire une ovulation. Bien sûr, si malgré les variations de dose, en allant jusqu'à 3 comprimés par jour sur 3 cycles d'affilée, vous n'arrivez pas à induire une ovulation, c'est pas la peine de refaire 3 autres cycles. Ça veut dire que votre patiente est résistante au clomide. C'est 25% des patientes qui ne répondraient pas qui vont jamais répondre au clomide, quelle que soit votre dose.
Donc les histoires de 4 à 6 cycles, c'est uniquement si vous arrivez à induire une ovulation mono ou bifolliculaire chez votre patiente. Et on est tous d'accord pour dire au-delà de 6 mois d'essai de clomide sans grossesse, on arrête, on passe à la deuxième ligne qui sera l'induction de l'ovulation par gonado, plus ou moins le drilling si vous faites des drillings, quoi. Alors, il y avait une question hier sur est-ce que je peux augmenter ma dose de clomide dans le même cycle si je vois qu'elle ne répond pas. Je vous donne quand même des éléments de réponse là-dessus parce que il y a effectivement des protocoles qu'on appelle les protocoles stair-step où vous allez avoir une augmentation, on va dire, accélérée des doses de clomide dans un même cycle. Ça a été inventé par des équipes qui se sont dit on en a marre que ça dure des mois et des mois les cycles de clomide et on ne veut pas attendre à chaque fois de réinduire des règles pour changer la dose, essayer une nouvelle dose. Et donc, je vous ai mis les résultats, enfin le protocole d'une des études. Alors, il y a très peu de données et c'est des mini-études. Vous voyez, il y a un essai randomisé sur 60 patientes, une étude rétrospective sur 100. Autant dire que ça ne fait pas partie du protocole classique. Et je pense qu'il faut rester dans les règles et garder le schéma que je viens de vous montrer en tête. Mais c'est vrai que c'est possible de le faire et ça semble fonctionner aussi. Donc l'idée, c'est qu'il commence à 1 comprimé par jour de clomide pendant 5 jours, comme on fait. Il voit les patientes, pareil, à J12 pour une écho. Et toujours pareil, s'il n'y a pas de recrutement, donc si tous les follicules font moins de 11-12 mm, ils se disent, elle n'a pas répondu à ma première dose de clomide, tout de suite, je lui redonne 2 comprimés par jour pendant 5 jours et je la revois une semaine après. Pas de recrutement folliculaire, je passe à 3 par jour tout de suite, le lendemain de mon écho, pendant 5 jours, je refais une écho 7 jours après. Et donc finalement, si au bout de toute cette durée, je n'ai pas aucun recrutement folliculaire, je dis qu'elle est résistante au clomide. Et donc dans votre tête, l'intérêt c'est quoi de ce protocole? C'est le gain de temps. On est d'accord. Et c'est ce qu'ils ont constaté dans leurs résultats. Vous voyez ici, quand on compare le groupe accéléré, enfin, stair-step, là, protocole accéléré et groupe traditionnel, si vous regardez les chances de succès, elles sont pareilles. Ce n'est pas le fait d'augmenter en accéléré vos doses de clomide qui va faire que ça marche mieux. Elles ovulent pareil dans les deux groupes et elles ont des taux de grossesse identiques. Par contre, quand vous regardez la durée totale des essais de clomide dans le groupe stair-step, eh ben, il est significativement plus bas que dans le groupe protocole traditionnel. Que ce soit pour les femmes qui obtiennent une grossesse, donc en moyenne, vous obtenez une grossesse au bout de 13 jours, oui, 13 jours dans le protocole stair-step, ça met 1 mois dans le protocole traditionnel. Et pour dire qu'une femme est résistante au clomide, vous avez la réponse en 25 jours en moyenne dans le protocole stair-step, 73 jours dans le protocole traditionnel. Alors attention quand même, c'est pas anodin d'augmenter, en rapprocher les doses de clomide. Vous avez quand même plus d'effets indésirables du clomide dans le groupe accéléré, enfin stair-step. Bon, donc ça existe. Nous, on le fait pas, on reste dans le schéma classique. À Lille, vous voyez, ils font pareil, ils font pas ce truc accéléré, mais c'est pas aberrant de le faire. Peut-être qu'on manque encore un peu de données pour être sûr que ce soit vraiment intéressant. Les effets indésirables du clomide, on vous en a parlé, il y a 2% des patientes, heureusement c'est très rare, mais qui vont avoir des effets ophtalmo et c'est une contre-indication à poursuivre l'administration de clomide. Après, les effets les plus classiques sont les effets en fait liés à l'action anti-œstrogénique. Bouffée de chaleur, céphalée, problèmes digestifs, troubles de l'humeur et mastodynie, ça c'est assez fréquent. Mais quand même, globalement, c'est un médicament qui est bien toléré. Et on ne le donne pas trop longtemps. Les recos, c'est 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a en arrière-pensée ces études qui avaient montré une augmentation du risque de cancer de l'ovaire si on donnait pendant trop longtemps le clomide. Donc bon. De toute façon, si au bout de 4 à 6 mois d'essai, elle n'est pas enceinte, la probabilité qu'elle soit enceinte sur un 7e cycle, Geoffroy Robin vous l'a dit hier, elle est nulle, donc on s'arrête. Et quand vous regardez les résultats à 6 mois du clomide, vous allez a priori réussir à induire une ovulation selon les études chez 50-75% des patientes, et les taux de grossesse par patiente sont de 30%, 23% les taux de naissance, avec peu de risques si vous monitorez bien vos cycles. Dans la littérature, on dit entre 4 et 8% de grossesse multiple et moins d'1% de risque d'hyperstime.
qu'est-ce qui conditionne les chances de succès? Qu'est-ce qui permet de dire cette patiente-là va répondre ou pas au Clomid? Eh bien, il y a des études qui se sont amusées à essayer de regarder et on s'est aperçu, c'est ce que vous disiez un peu aussi Geoffroy hier, que le Clomid, ça marche moins bien chez les patientes plus âgées, qui ont une durée d'infertilité plus longue, qui ont une insulinorésistance très importante et un surpoids. Ça marche moins bien chez celles qui ont vraiment des troubles du cycle sévères comme une aménorrhée et qui ont une hyperandrogénie marquée. Voilà. Et donc si ça marche pas, la deuxième ligne des traitements en AMP, on va dire, c'est les gonados. Il y en a qui proposent le drilling également en deuxième intention. Alors les anti-aromatases, ça marche un peu comme le Clomid, sauf que ça agit en périphérie. Ça bloque pas les récepteurs hypophysaires à l'œstradiol, mais ça fait que les taux de stradiol circulants vont être diminués parce que les androgènes vont être moins aromatisés en œstrogène en périphérie. Donc ça envoie le même message que le Clomid in fine, c'est que l'hypothalamus a l'impression qu'il y a moins d'œstradiol circulant, donc il se dit, tiens, je vais ouvrir ma fenêtre de FSH. Et dans la même revue sur ces anti-œstradiols utilisés en induction de l'ovulation, vous avez un schéma un peu similaire, où en fait, ici, votre molécule d'inhibiteur de l'aromatase, elle inhibe l'aromatase, qui notamment est dans le tissu graisseux et qui classiquement transforme les androgènes en œstrogènes. Donc là, si vous bloquez cette partie-là, vous avez moins d'œstradiol circulant, plus de GnRH pulsatile produite par l'hypothalamus et donc plus de FSH et un recrutement folliculaire qui peut être initié. L'avantage du létrozole, on vous l'a dit, c'est qu'il ne bloque pas le mécanisme de dominance parce que en milieu de phase folliculaire, il n'est pas en train de bloquer les récepteurs à l'œstradiol au niveau de l'hypothalamus. Donc, quand le taux d'œstradiol augmente en milieu de phase folliculaire, eh ben, il y a un rétrocontrôle négatif physiologique qui s'exerce et du coup, il y a davantage de recrutement monofolliculaire, moins de risque de grossesse multiple et aussi d'hyperstime avec le létrozole que le Clomid. D'autre part, il y en a qui ont essayé d'expliquer pourquoi le létrozole marche mieux que le Clomid en disant que ça augmente aussi le taux d'androgènes au niveau ovarien. Vous bloquez aussi l'aromatisation des androgènes en œstrogènes dans les ovaires, pas que dans le tissu graisseux. Et du coup, on le reverra la deuxième semaine quand on parlera des mauvaises répondeuses, mais le fait d'avoir les androgènes ont un rôle important dans la folliculogénèse et ils améliorent notamment la sensibilité des follicules à la FSH et il y a plein de pistes pour expliquer que les androgènes, le fait d'avoir des androgènes au niveau de l'ovaire à un bon taux, ça améliorerait peut-être la folliculogénèse, la qualité de l'ovocyte, etc. Et vous verrez que c'est aussi donné chez les mauvaises répondeuses. Parfois, on donne de la testostérone ou de la DHEA avant la FIV parce qu'il y a des pistes dans la littérature pour dire que ça pourrait améliorer les chances de grossesse. Et donc peut-être le létrozole, en agissant et en augmentant les androgènes ovariens, ça explique qu'il ait des meilleurs résultats que le Clomid. Comment ça se prescrit? Très simple, c'est pareil que le Clomid. En début de phase folliculaire, pendant 5 jours, donc soit de J2 à J6 ou de J3 à J7, vous allez donner des comprimés de létrozole et la dose de démarrage, habituellement, c'est 2,5 mg et on peut aller jusqu'à 7,5 mg par jour. Gardez en tête que c'est un peu plus coûteux quand même que le Clomid. Au niveau de la tolérance, pareil, voire mieux que le Clomid, selon les études. Mais en France, on a cette problématique que ça n'a pas l'AMM et que donc on utilise quand même plutôt tous le Clomid en première intention. Alors, une illustration de l'intérêt du létrozole, c'est, je vous l'ai dit, c'est plus efficace que le Clomid. Quand on le compare au Clomid, et là c'était un bel essai randomisé multicentrique sur 6 mois de femmes au PK qui recevaient soit du Clomid, à peu près 400 patients dans chaque groupe, soit du létrozole. Et vous voyez que les taux cumulés de naissance, ils sont significativement supérieurs dans le groupe qui reçoit le létrozole par rapport au Clomid. Et en plus, en complément, dans cette étude, il disait qu'il y avait moins d'effets indésirables, moins de bouffées de chaleur et pas de risque malformatif plus important avec le létrozole. Donc plutôt rassurant. Et la dernière Cochrane sur le sujet de l'année dernière dit la même chose. Quand vous comparez des femmes au PK, alors c'est plus de 6000 au PK et c'est que des essais randomisés inclus dans la méta-analyse, eh bien vous voyez que
les patientes qui reçoivent du létrozole ont significativement plus de chances de naissance que celles qui reçoivent du clomide. Pareil pour les grossesses cliniques. Donc, ça marche mieux. Et c'est pour ça que dans les recos de la Société européenne de médecine de la reproduction sur le SOPK, qui date de 2018, ils disent bien que le létrozole doit être la première ligne de traitement pour l'induction de l'ovulation, mais que dans les pays où c'est pas autorisé, on peut utiliser le clomide. Et il y avait eu beaucoup d'inquiétudes sur la sécurité et le risque chez les enfants nés après une induction de l'ovulation par clomide. C'est pour ça qu'en France, on est en retard et qu'on n'a pas l'AMM. Mais en fait, toutes les études récentes sur le sujet et la santé des enfants nés après STIM par létrozole sont rassurantes. Il y a différents types d'études, mais notamment là, une méta-analyse de 2021, où il compare la santé des enfants nés après STIM par létrozole versus STIM par clomide. Et le taux de malformation majeure, il n'est pas différent. Pareil, quand vous comparez létrozole versus naissance par gonadotrophine, pas plus de malfo majeur et pas plus non plus qu'en conception naturelle. Donc maintenant, tout le monde est rassuré, à part les Français, sur la safety du létrozole en induction de l'ovulation. Voilà. Et on va passer aux gonadotrophines, parce que ça, vous ne l'avez pas encore vu trop. Donc les gonadotrophines, ça marche comment? Pour les femmes au PK, en fait, vous allez directement donner de la FSH et faire une fenêtre de FSH artificielle. Donc c'est un peu ce schéma-là. Vous allez, par vos injections quotidiennes de FSH, débuter au début du cycle, essayer de recruter pas trop de follicules, pas 3 comme là, plutôt 1 ou 2. Mais le principe, c'est d'administrer de la FSH tout le long jusqu'à avoir un follicule ou 2 mature, puis soit déclencher l'ovulation, soit laisser l'ovulation se faire toute seule. Les indications de ces stimes simples par gonadotrophine, c'est quoi? Eh bien, chez les femmes au PK, on a dit c'est la deuxième ligne après un échec de clomide ou létrozole, plus ou moins associé à de la metformine. Mais bon, on a dit que ça, c'est annexe. Donc, si une patiente au PK ne répond pas au clomide ou n'est pas enceinte après plusieurs cycles de clomide, ma deuxième ligne de traitement peut être une induction de l'ovulation par gonado. Dans les hypo-hypo, les dysovulations du groupe 1 d'origine centrale, il y a différentes situations où vous pouvez être amené à prescrire des gonadotrophines en induction de l'ovulation. Soit c'est un problème hypothalamique. Votre pompe à GnRH n'a pas marché ou alors vous n'en avez pas. Et dans ce cas-là, le traitement de première ou deuxième intention, c'est de donner un mélange de FSH-LH pour induire une ovulation. Soit c'est un hypo-hypo d'origine hypophysaire. La pompe n'a pas d'indication dans ce cas-là et vous allez directement commencer par une induction avec un mélange de FSH-LH. Okay, en fait, c'est ces deux situations-là où on fait des estimes simples par gonado. Toutes les autres situations ne sont pas des indications de STIM simple avec rapport programmé utilisant des gonadotrophines. Alors, première question, si je veux faire une STIM simple avec des gonadotrophines, comment je choisis mes gonadotrophines? Parce que vous avez vu qu'il y en a un sacré paquet sur le marché. Il y a un seul message à retenir. Le seul truc important, c'est que si vous stimulez une femme qui est dans le groupe 1 des dysovulations, qui a un hypo-hypo, vous êtes obligé, pour lui offrir des bonnes chances de naissance, d'utiliser un mélange de FSH-LH. Donc on va voir que vous pouvez utiliser soit de l'HMG, vous savez, le dérivé urinaire, qui contient à dose égale FSH-LH, à activité à peu près égale, soit la forme recombinante, FSH plus LH, classiquement, c'est le Pergoveris. OK. Et entre les deux, Pergoveris, ménopure, la forme urinaire ou recombinante, il n'y a pas de différence d'efficacité. C'est une histoire de facilité d'action. Le ménopure, ça se reconstitue, il faut mélanger la poudre et le solvant. Le Pergoveris, c'est des stylos. Et c'est une histoire de coût à prendre en considération. Le Pergoveris, c'est beaucoup plus cher que la forme urinaire ménopure. Mais après, en termes d'efficacité, c'est pareil. Donc vous faites votre choix en prenant en compte les autres critères. Après, si je stimule une femme qui n'a pas d'hypo-hypo, seule de la FSH suffit. Sophie Christinmet vous a dit hier, ces femmes-là, les groupes 2 là, des dysovulations, elles ont une sécrétion de LH de base endogène qui est largement suffisante pour assurer un développement folliculaire et une production de stradiol suffisant. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser un mélange de FSH-LH pour ces femmes-là. Vous pouvez, mais ça ne présente pas de bénéfice, on va dire. Et donc, je vous ai remis le tableau où il y a différentes gonados.
Donc ce que je vous disais, c'est que pour les hypo-hypo, il y a deux options. Soit l'HMG urinaire, qui est un mélange 1 pour 1 d'activité FSH-LH, le ménopure, soit le mélange FSH-LH recombinante en un stylo, où c'est plutôt du 2 pour 1, mais peu importe, et qui s'appelle le Pergoveris. Pour une patiente OPK ou autre groupe 2, vous pouvez utiliser n'importe laquelle des FSH, que ce soit urinaire ou recombinante, on n'en a rien à faire. Ou même, vous pouvez utiliser du ménopure chez un OPK, mais voilà. Vous pouvez choisir n'importe laquelle pour un groupe 2 et un mélange de FSH-LH pour une dysovulation du groupe 1. Preuve en est, je vous disais que pour le SOPK, il n'y a pas d'importance dans le choix de la gonadotrophine. Quand vous regardez les résultats d'une méta-analyse qui comparait HMG versus FSH urinaire pour stimuler des femmes OPK, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de différence dans les chances de naissance que vous donniez du ménopure ou du faux-stimon. Ça fait aucune différence. Et dans cette méta-analyse, il s'amuse à comparer plein de différentes gonados. C'est pareil que vous donniez des urinaires ou recombinantes, des FSH seuls ou des mélanges de FSH-LH. Okay, donc pour une patiente OPK, vous pouvez choisir la gonadotrophine que vous voulez. Et une fois que vous l'avez choisie, eh bien, toute la difficulté, ça va être de la manier pour obtenir un recrutement mono ou bifolliculaire. Et du coup, vous vous doutez bien que la dose de traitement va dépendre un peu de la réserve de votre patiente en follicules. Ça dépend du terrain ovarien, de la quantité de follicules en réserve sur laquelle vous allez stimuler. On ne va pas stimuler à la même dose une femme qui a une réserve basse, une réserve normale ou un OPK. Donc, le choix de votre dose, eh bien, il va dépendre de ces paramètres-là. On va en reparler juste après. Sachez aussi que pour jouer sur le nombre de follicules recrutés, donc vous pouvez choisir, vous allez avoir différents paramètres d'action. Il y a la dose de départ. Il va y avoir aussi la durée à laquelle vous allez administrer la même dose. C'est sûr que plus vous augmentez rapidement les doses, par exemple tous les 2-3 jours versus tous les 7-14 jours, comme on a dit pour les OPK hier, et ben, plus vous allez recruter. Plus on augmente rapidement les doses de gonado, plus on recrute de follicules. Ça paraît logique, hein, vous augmentez votre fenêtre de FSH, vous en recrutez plus. Pareil sur le pourcentage d'augmentation de votre dose à chaque palier par rapport à la dose précédente. Si je passe de 25 de Purégon à 100 d'un coup, forcément, vous doutez que vous allez avoir plus de follicules recrutés que si je fais 25 puis 50. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous pouvez jouer sur ces différents paramètres-là aussi pour moduler le nombre de follicules recrutés. Et alors, historiquement, mais vous pouvez un peu oublier ce dernier point, il y a des gens qui faisaient des protocoles step down. Ils partaient assez fort, puis ils diminuaient la dose, un peu comme s'ils fermaient artificiellement la fenêtre de FSH. Quand vous diminuez votre dose de FSH exogène, vous allez faire entrer en atrésie les follicules les moins sensibles à la FSH. Et en fait, on l'a un peu abandonné, ce truc-là, parce que ça marche moins bien et on avait quand même plus de recrutement multifolliculaire, plus de risques de grossesse multiple et d'hyperstime que dans les step-up low dose qu'on va revoir pour les OPK. Donc, si vous devez retenir 3 points sur lesquels on peut jouer pour doser le nombre de follicules recrutés, c'est la dose de départ, la vitesse d'augmentation des doses et le pourcentage d'augmentation des doses à chaque palier. Alors, comment je choisis ma dose de départ? C'est un peu empirique, hein. Hier, on me posait la question, est-ce qu'il y avait des tableaux potentiellement qui disaient en fonction du taux d'AMH, la dose que je choisis en STIM simple? J'ai pas connaissance de choses hyper fiables. Et en fait, le problème, c'est qu'on prend en compte un faisceau de paramètres pour choisir sa dose de départ. Et ce sera pareil pour les doses en FIV, hein, à des niveaux différents. Mais en gros, il faut tenir compte de l'âge de votre patiente. Plus ma patiente est âgée, probablement plus je vais devoir la stimuler fort. Il faut prendre en compte la réserve ovarienne. Donc, les paramètres les plus fiables, vous savez que c'est l'AMH et le CFA, donc au moins ces deux-là. Plus ma réserve ovarienne est faible, plus je vais stimuler fort. Je prends en compte aussi le BMI. Plus une patiente
et en surpoids ou obèse, plus je vais devoir lui donner des doses fortes de gonadotrophine. Ça, c'est de la pharmacologie classique. Et puis, vous pouvez aussi vous aider, si elles viennent vous voir et qu'elles ont déjà fait des essais de stimulation avec d'autres médecins, de la façon dont elle a répondu à une précédente stimulation. Parce qu'une même femme répond quand même de façon assez superposable d'un cycle de stimulation à l'autre. C'est assez reproductible, même s'il y a quand même des variations. Hein. Mais quand même, si une patiente a répondu correctement avec un follicule à 50 unités de FSH, bah, vous pouvez être assez tranquille et repartir sur 50. À l'inverse, si elle vous dit on m'a donné 75, j'ai eu 3-4 follicules, bon bah vous vous dites je vais partir à 50 la prochaine fois. Et je vous ai mis une idée des doses un peu de départ. En fait, nous, la dose la plus fréquente qu'on donne en stime simple de l'ovulation, c'est 50 unités par jour de FSH ou d'HMG. Il est rare qu'on parte plus bas, mais ça peut nous arriver si vraiment elle a une réserve très 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 riche, qu'elle est hyper jeune, hyper mince. Et c'est rare qu'on parte plus fort, sauf si vraiment 40 ans, surpoids et baisse de réserve ovarienne importante. Mais en fait, honnêtement, quand vous partez à 50 unités par jour, on va dire qu'à 80%, vous ne vous trompez pas. Alors, comment ça se passe le cycle de stime simple? Ça, c'est le protocole classique, hors OPK. Vous allez dire à la patiente de commencer ses injections un peu comme le Clomid en début de phase folliculaire. Donc, si elle n'a pas ses règles régulièrement, vous pouvez lui induire des règles par 10 jours de progestérone et comme ça, elle sait précisément quel jour elle doit commencer les injections, sachant qu'on les démarre entre J2 et J4. Moi, je vous ai mis J4 parce que sur tous nos protocoles ici, on leur dit de commencer au 4e jour. C'est pas du tout une erreur de le faire un jour ou 2 jours avant. Okay, mais l'idée, c'est en début de phase folliculaire. Et donc, vous leur dites au 4e jour du cycle de commencer les injections. On se pique le soir en général parce que c'est plus facile et puis parce que vous verrez quand on déclenche l'ovulation avec de l'Ovitrel, ça a lieu 36 heures après. Entre le moment où vous faites l'injection d'HCG et l'ovulation, chez toutes les femmes, c'est 36 heures le délai. Et du coup, comme les centres d'AMP, ils aiment bien surtout travailler le matin, on va faire les ponctions et les inséminations essentiellement le matin. Et donc, c'est plus simple d'avoir fait 36 heures avant le soir le Vitrel. Donc, souvent les patientes, elles se piquent le soir. Elles sont aussi en dehors du boulot pour la plupart. Donc voilà, pour des raisons pratiques, c'est souvent le soir les injections de stimulation, que ce soit en stime simple ou en FIV. Donc vous avez choisi votre dose. Allez, 50 unités comme pour la plupart des patientes. Elle se pique avec 50 unités tous les soirs en sous-cutané à partir du 4e jour jusqu'à venir faire son écho de surveillance. Et c'est un peu comme le Clomid, J10. Premier contrôle monitorage, au moins une écho, plus ou moins un dosage hormonal chez nous, à J10, pour voir ce qu'il en est. Et là, le message, il est simple. Chez une femme qui n'est pas au PK, si à votre contrôle à J10, vous n'avez pas de recrutement folliculaire, donc tous les follicules font moins de 11-12 mm, vous allez pouvoir augmenter votre dose au palier supérieur, doucement. Donc, par exemple, ça dépend de la gonadotrophine que vous utilisez. Les FSH recombinantes, souvent, on augmente par palier de 25, alors que le ménopure, vous pouvez augmenter que de 37,5 en 37,5. Bon, ça, c'est des trucs à connaître. Vous savez, avec les stylos de gonado, vous regardez combien il y a de paliers de différence. Vous lui dites, bah, vous faites un clic de plus de Purégon à partir de ce soir et je vous revois dans 3-4 jours. Parce que si c'est rien passé à J10, il faut quand même 3-4 jours en général pour qu'un recrutement s'initie. Par contre, si à votre premier écho à J10, il y a au moins un follicule qui fait plus de 12, surtout ne changez pas la dose. Et vous lui dites, vous continuez à la même dose et je vous revois entre 1 et 3 jours après, tout dépend de la taille de votre follicule dominant, en gardant en tête qu'il va pousser de 2 mm par jour. Donc, par exemple, si à mon contrôle à J10, j'ai un follicule à 12, bah, franchement, je peux la revoir. Ouais, alors nous, c'est rare qu'on espace de 3 jours, mais 2 ou 3 jours après, parce que 2 jours après, il fera 16 mm,
3 jours après, il fera 18. Vous serez dans les bons créneaux pour le déclenchement ou lui donner les consignes pour les rapports. Et donc, en fait, vous la voyez comme ça, tous les 1 à 3 ou 4 jours, tout dépend de sa première réponse, jusqu'à avoir les mêmes critères de déclenchement, enfin, ou d'approche de l'ovulation que pour le chlomide. 1 ou 2 follicules supérieurs ou égal à 17, un taux de stradiol proportionnel, pas trop élevé, et théoriquement un bel endomètre. Et donc, une fois que vous avez à l'écho du matin ces critères-là, eh bien, 2 options, déclencher ou pas l'ovulation. Et là encore, le message est le même que pour le chlomide. Il n'y a pas de bénéfice en termes d'efficacité à déclencher l'ovulation. Ces femmes vont ovuler de toute façon. Nous, on le fait en étant un peu systématique. Mais sachez que si votre patiente a ces critères-là à l'écho, vous pouvez lui dire que dès le soir même, elle peut avoir les rapports pendant 3 ou 4 jours, puisque l'ovulation va avoir lieu dans les même pas 2 jours qui arrivent, régulièrement, ou alors vous déclenchez l'ovulation donc le soir même. Dans ce cas-là, le soir où vous faites le déclenchement, bien sûr, elle arrête de se piquer par gonado. Pareil, quand vous considérez qu'elle est prête, de toute façon, elle arrête les injections de gonadotrophine. Elle va ovuler naturellement, soit vous allez la déclencher par une injection d'ovitrel, et ils vont avoir des rapports à partir du soir de l'ovitrel pendant 3-4 jours. Et on verra que dans les cycles de stimulation par gonadotrophine, eh bien, vous êtes obligé de soutenir la phase lutéale par de la progestérone au moins 14 jours, parce que dans ces cycles-là, vous avez potentiellement une insuffisance lutéale qui est liée à différents mécanismes dont je vous reparlerai à la fin. Mais gardez en tête que pour le chlomide, on ne soutient pas la phase lutéale, et pour les gonadotrophines, on donne au minimum jusqu'au test de grossesse de la progestérone par voie vaginale le plus souvent. Et donc, voilà, elles ont un traitement après les injections qui sont ces ovules vaginaux de progestérone. Au bout des 15 jours, après l'ovitrel, nous, on leur demande de faire une prise de sang, un test de grossesse sanguin. S'il est positif, c'est bien, on recontrôle après la bonne cinétique des HCG. Si le test de grossesse est négatif, elles vont arrêter le soutien lutéal. Elles vont avoir leurs règles rapidement dans les jours après l'arrêt. Et du coup, elles peuvent nous rappeler le premier jour des règles pour refaire un nouvel essai. Donc, elles appellent le premier jour, nous, les infirmières. Comme ça, on sait qu'elles vont démarrer les traitements. Elles commencent à J4, à la même dose, du coup, si ça a bien marché une première fois. Et puis, on refait le même cycle. Et on peut essayer entre 4 et 6 cycles max d'induction de l'ovulation par gonadotrophine. Au-delà de 6 mois, on considère qu'il n'y a plus de chances que ça fonctionne. Il faut passer à l'étape suivante. Oui. La question qu'on me pose, c'est quelle gonadotrophine utiliser pour stimuler un OPK. Et donc, en fait, ce que vous voulez. Le message est très simple. Vous pouvez utiliser de la FSH seule ou un mélange de FSH-LH. Vraiment comme vous voulez. Oui. Est-ce qu'il y a des consignes à leur donner pour les injections, de les faire à certains endroits Alors, on me pose la question du côté pratique, y a-t-il des consignes particulières pour faire les injections? Non, c'est des injections sous cute toutes bêtes comme un anticoagulant ou de l'insuline. Elles font un pli au niveau du... Alors, le plus souvent, on leur dit au niveau du ventre ou au niveau de la cuisse. Un pli avec la peau, elles désinfectent et puis elles se piquent. Le plus délicat, c'est souvent quand elles ne connaissent pas d'apprendre à manier les stylos ou à faire les mélanges au départ. Mais on peut les faire n'importe où, les injections, et c'est plutôt simple. Ça fait pas trop mal, a priori. Oui. Alors, bonne question. On me demande si j'augmente qu'une fois le palier. Non, ce que je vous ai dit pour l'augmentation de dose, elle est valable. On peut réaugmenter. En général, on se laisse entre 3 et 5 jours à un palier avant d'augmenter au palier supérieur pour les femmes non OPK. Hein. Donc, si tu commences à 50, elle ne répond pas quand tu la vois à J10, J12, j'augmente à 75. Je la revois 3 jours après, il ne se passe rien. Peut-être que je me donne encore 2 jours. Je vous ai dit 5 jours à un même palier, c'est pas mal. Mais si elle n'a toujours pas répondu à 75, je vais l'augmenter à 100. Et ainsi de suite. Jusqu'à avoir une réponse.
Au bout de combien de temps je me dis que je n'ai pas de réponse hors patiente OPK? Franchement, 1 mois d'injection. Ouais. En général, si au bout de 3-4 semaines à augmenter vos doses, enfin, en fait, quand vous commencez à arriver à des doses de FIV, il faut vous dire qu'il y a un souci. Les doses de FIV, on commence à 150 souvent. Donc, ouais, alors, pour la plupart des patientes, oui. Attention, les hypo très profonds, il peut arriver qu'on soit obligé de monter jusqu'à 150 pour les stimuler et avoir un recrutement d'un seul follicule. Mais une patiente qui n'a pas un hypo très profond, ouais, elle répondra largement avant 150. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et ça peut être le cas chez les patientes qui ont des OPK très marqués, pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver la fenêtre de FSH qui permet de recruter qu'un follicule. Mais voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a un follicule à J10 à 17? Bah non, quand on a un follicule à J... En fait, tu avances, pardon, tu es ici dans ce cas-là, tu arrêtes l'injection de gonadotrophine, tu la déclenches ou pas, ils ont des rapports. C'est juste qu'elle a un cycle court. Sûrement, c'est une femme qui a une réserve ovarienne un peu basse, qui répond fort rapidement, quoi. En fait, il n'y a pas de 3 jours, hein. La stimulation, elle dure le temps qu'il faut pour atteindre vos critères de déclenchement ou d'ovulation, quoi. Et donc, ça peut durer, ça peut être le cas à J10, mais ça peut prendre 21, 28 jours pour l'atteindre. Mais tu n'as pas de délai minimal, tu vois. C'est pas parce que à J10, tu as un follicule prêt que tu dois continuer. Non, non, tu déclenches dans ce cas-là. Ouais. Alors, si vous voulez bien, je vais répondre à ta question. La question, c'est Clomid et soutien lutéal. Est-ce que c'est pas bien de le faire? On en reparle à la fin. Bien sûr, c'est pas délétère de faire un soutien lutéal. Après, comme on est dans des protocoles quand même un peu lourds et contraignants, je pense que le moins on leur donne de médicaments, le mieux c'est. Et du coup, moins on médicalise, mieux c'est. Mais bien sûr, c'est pas néfaste. Alors, qu'est-ce qu'on fait si elle a 2 follicules à 17 mm, quel que soit le timing, hein, J10 ou même après, et s'il n'y a pas de contre-indication médicale et que le couple est OK pour une grossesse gemellaire, ben on y va. Vous en discutez une dernière fois à l'écho avec elle. On en avait parlé. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour un risque de jumeaux qui est faible, hein? C'est probablement 10-15% s'il y a grossesse. Mais bien sûr, on y va. Nous, on n'y va pas à partir de 3. 3 entre 13 et 20 mm, quoi. Ouais, allez-y. Alors, Ovitrel, c'est de l'HCG. D'accord? Ovitrel, c'est de l'HCG recombinante. L'Ovitrel, c'est le nom commercial, mais c'est de l'HCG recombinante. Et de toute façon, c'est la seule HCG qu'on ait en France et dans pas mal de pays. Avant, il y avait de l'HCG urinaire en intramusculaire, moins sympa, mais efficacité pareille. Urinaire ou recombinante, c'est pareil. Et, ouais. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si au bout d'un mois, essayer de varier les doses, il n'y a pas de réponse? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que je passe en FIV parce que même, alors, il y a différentes attitudes, hein, mais tu pourrais te dire, je suis probablement partie trop bas et peut-être que si je pars d'emblée à une dose plus forte, ça va mieux marcher. D'expérience, quand même, ces femmes-là qu'on a beaucoup de mal à stimuler en mono ou bifolliculaire, d'un cycle à l'autre, il peut certes y avoir des variations, mais ça reste très compliqué. Il faut discuter avec la patiente, je pense, mais nous, notre attitude, c'est plutôt de passer au palier au-dessus, qui est la FIV, où là, tu demandes un travail différent, puisque tu t'es content de recruter plein de follicules d'un coup. Oui. Alors,
Ça, c'est d'habitude une question dont on parle la deuxième semaine, les histoires d'épaisseur de l'endomètre. Est-ce qu'il y a des valeurs supérieures qui sont négativement associées aux chances de grossesse? Je vous montrerai des données surtout en FIV. A priori, le fait d'avoir un endomètre trop épais, sous réserve qu'il n'y ait pas de polype, hein, parce que voilà. Mais si c'est une hypertrophie endométriale diffuse, homogène, a priori, c'est pas néfaste pour l'implantation. Ça, c'est les données qu'on a des cycles de FIV où vous avez des études où ils regardent par tranche de 1 mm d'endomètre s'il y a des différences. Et même les endomètres à plus de 15, 18, 20 mm, ils n'ont pas montré de diminution des chances de naissance. Mais par contre, posez-vous la question, tiens, est-ce qu'il n'y avait pas une suspicion de polype? Est-ce que je lui fais pas faire une hystéroscopie pour éliminer un polype si elle n'est pas enceinte sur ce cycle, quoi. J'avance un petit peu, ouais. Et puis, gardez vos questions, on les fait à la fin. Sinon, on va pas finir. Des petites notions qu'il faut avoir, c'est quand vous stimulez une patiente du groupe 1 de l'OMS, les hypo-hypo. Donc, je vous l'ai déjà dit, vous êtes obligé d'utiliser une gonadotrophine qui a une activité LH. Et sachez que souvent, il faut partir à des doses plus élevées et il faut des doses plus élevées pour aboutir à un recrutement mono ou bifolliculaire chez ces femmes qui ont un hypo-hypo profond. Je ne vous parle pas des hypo-hypo partiels un peu fluctuants. Elles, habituellement, on arrive à les stimuler sans trop de difficultés à des doses modérées. Mais c'est vrai qu'un vrai hypo-hypo très profond depuis plusieurs années, c'est là où on peut être amené à avoir des doses à 100, 150 unités par jour de mélange de FSH-LH pour n'avoir qu'un seul follicule. Mais ça, c'est un peu l'expérience qui vous le dit. Et puis après, c'est aussi variable d'une femme à l'autre. Donc, c'est difficile de vous donner une recette, quoi. Pour les OPK, attention, il y aura un protocole spécial parce que si vous stimulez les patientes avec le protocole que je viens de vous montrer, là, conventionnel, vous avez beaucoup de risques de recrutement multifolliculaire et donc des taux élevés de grossesse multiple et d'hyperstime sévère. Alors, comment on fait pour les OPK? On vous l'a déjà dit hier, c'est la même chose que Geoffroy Robin vous a expliqué. On a le protocole Step Up Low Dose. En fait, tout se passe de la même façon que je vous ai dit, sauf que la durée des paliers à la même dose va être beaucoup plus longue. C'est ça le secret du Step Up Low Dose. Là, dans le conventionnel, je vous ai dit que à J12, s'il ne se passe rien, vous pouvez augmenter la dose. Là, vous devez attendre 14 jours de stimulation, donc 14 jours d'injection à une même dose, pour augmenter la dose au palier supérieur. Donc, par exemple, je suis à 50 unités de FSH. Même s'il ne se passe rien à mon premier contrôle à J12, qui est mon S8 de stimulation, et ben, je n'ai pas le droit d'augmenter, même si je n'ai pas de recrutement. Et je vais la revoir allez, on est sympa, on ne va pas la faire revenir tous les 2 jours, celle où il ne se passe rien. Vous allez se passer tous les 3-4 jours. Et vous n'aurez le droit d'augmenter à 75 au palier supérieur que quand ça fera 14 jours d'injection. OK ? Et après, pour les paliers suivants, s'il ne se passe toujours rien à 75, vous n'avez pas le droit d'augmenter avant 7 jours à 75. D'accord? Et ainsi de suite, tous les 7 jours. C'est ça le step-up low dose. On augmente la dose très progressivement. D'abord après un palier de 14 jours, puis des paliers de 7 jours, jusqu'à avoir quelque chose, un recrutement. Alors, tout dépend des patientes OPK. Il y en a qui vont répondre ici, les OPK. Vous allez avoir un recrutement qui démarre. Et il y en a, vous n'allez rien avoir avant ici. C'est ce que vous disait Geoffroy Robin. On peut des fois les stimuler pendant 1 mois et demi à l'extrême, quoi. OK? C'est le seul message. C'est n'augmentez pas trop vite pour une patiente OPK. Et donc, quand on fait des stimes simples par gonadotrophine, les taux de naissance, c'est à peu près 20% en cumulé à 6 mois. Donc, un peu pareil que pour le clomide, sauf que je vous rappelle, ce n'est pas la même population. C'est des femmes qui étaient résistantes au clomide. Donc, finalement, les gonados, bon, bah, ça marche pas trop mal. C'est un peu comme tous nos traitements d'AMP. On est à peu près à 20% de naissance, un peu plus en FIV. Et si vous monitorez bien vos cycles, vous avez très peu de grossesses multiples et d'hyperstime, puisque l'objectif, c'est 1 ou 2 follicules, pas plus. Et donc, pour vous donner une idée de l'efficacité entre stime par gonadotrophine et stime par clomide, eh ben, les gonadotrophines permettent d'obtenir plus de naissances que le clomide.
ça paraît logique. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le traitement de deuxième ligne. Mais c'est confirmé par les résultats de pas mal d'études et de méta-analyses. Si jamais je compare des femmes OPK qui ont résisté à 3 cycles de clomide, qu'il y a un groupe où je donne encore 3 cycles de clomide et un groupe où je donne des gonadotrophines, bah, celles qui ont des gonadotrophines vont plus être enceintes. Okay, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait de stimuler par gonadotrophine n'est pas plus risqué en termes de grossesse multiple et d'hyperstime que le clomide. Du moment où vous monitorez bien vos cycles, vous avez les mêmes risques de grossesse multiple et les mêmes risques d'hyperstime, que vous stimuliez par du clomide ou des gonadotrophines. Donc ça, c'est aussi assez rassurant. Voilà, vous n'êtes pas à x2, x3 de grossesse multiple. Donc si on résume, pour les inductions de l'ovulation, le groupe 3, vous oubliez, on n'en parle pas. Par contre, un hypo-hypo, si c'est un hypo-hypo hypothalamique, en première intention, si je peux, je vais utiliser une pompe à GnRH parce que c'est le plus physiologique, c'est bien. Mais si j'ai pas la pompe, si elle marche pas ou si c'est un hypo-hypo-hypophysaire, je commence d'emblée par une stime avec un mélange de FSH-LH. Si j'ai une femme du groupe 2, des dysovulations, OPK en majorité, je commence par un traitement à base d'anti-œstradiol, selon le pays où vous êtes, clomide ou létrozole. Si jamais ça ne marche pas, je peux lui adjoindre de la metformine, mais en tout cas, si ça ne marche pas, ma deuxième ligne de traitement, c'est STIM par FSH. Okay, et alors, la suite, c'est les inséminations. Quand est-ce qu'on fait des inséminations intra-utérines? Donc, l'insémination, le fait de faire une insème, c'est juste de déposer une préparation de spermatozoïdes dans l'utérus au moment de l'ovulation. Et vous allez voir qu'on peut la faire précéder d'une stimulation de l'ovulation, comme on vient de le voir là, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc, en fait, la question que vous allez devoir vous poser, c'est quel est le problème, quelle est la cause d'infertilité de ma patiente? Et c'est ça qui va vous dire, si c'est une dysovulation, bah, je commence par faire des stimes simples. Et par contre, vous allez voir que si c'est un problème de col de l'utérus ou de rapport sexuel qui n'arrive pas à se faire, bah, c'est l'insémination. Et quand je fais une insémination, il y a une deuxième question qui se posera, c'est dois-je ou non stimuler l'ovulation de ma patiente avant l'insémination? Alors d'abord, à qui on doit faire des inséminations? Je vais commencer par plutôt à qui ça n'a pas d'intérêt d'en faire. Et c'est ce que j'ai appelé les non-indications. Je n'ai pas d'intérêt à faire une insémination à une femme, bien sûr, qui a les trompes bouchées ou pour qui il y a un problème masculin sévère. Ça, c'est des trucs consensuels. Ça paraît évident à tout le monde. On ne fait pas d'insème dans ces cas-là. Et on ne fait pas d'insème aux IOP. Ça ne sert à rien. Ça n'améliore pas leur chance de grossesse par rapport à une conception naturelle. Après, il y a des indications discutées d'insémination. Il y a les histoires de tests de Huner, on va en reparler. Qu'est-ce qu'on fait aussi quand il y a une infertilité inexpliquée? Ça, c'est un grand débat depuis des années en AMP. Il y a des défenseurs des INSEM en première intention pour les infertilités inexpliquées. Nous, on est plutôt FIV d'emblée. On va en reparler. Et puis, il y a, est-ce que quand j'ai fait des stimes simples pour une femme qui a des problèmes d'ovulation, si ça ne marche pas, avant de passer à la FIV, est-ce que c'est un intérêt si je fais des INSEM au lieu qu'ils aient des rapports programmés? Et ça, moi, je vais vous montrer que probablement non. Par contre, il y a des situations assez claires qui sont restreintes, où l'INSEM a un vrai bénéfice. Premièrement, les couples qui n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels complets, réguliers. Donc tous les problèmes sexos ou balistiques, vous savez, avec l'hypospadias, les problèmes d'impuissance, d'anéjaculation, les vaginismes, toutes ces situations où il est évident que les spermatozoïdes ont peu de chances d'atteindre l'ovocyte, ou en tout cas rarement, là il y a un vrai bénéfice à faire le geste d'insémination. Donc les problèmes sexos. Deuxième type de problème, les infertilités cervicales vraies. Pietro vous l'a dit hier, il n'y a que 2 situations qu'il faut retenir où le col pose vraiment un problème et est un obstacle au passage des spermatozoïdes. C'est les femmes qui ont la mucoviscidose, qui peuvent avoir une glaire très épaisse, et les femmes qui ont une amputation du col, une trachélectomie élargie. Elles n'ont plus du tout de col parce qu'elles ont été opérées d'un cancer de l'utérus et elles ont un cerclage définitif. Donc là, les spermatozoïdes ne peuvent pas passer. Il y a un vrai bénéfice à aller les déposer en intra-utérin.
Troisième situation où les inséminations ont un intérêt, c'est toutes les situations où vous avez du sperme congelé au sécos. Et, donc, quand vous avez des paillettes de sperme congelées pour X ou Y raison, si le biologiste vous dit ces paillettes sont de qualité suffisante pour faire des inséminations, ça, ils peuvent le savoir en fonction du nombre de spermatozoïdes mobiles qu'ils ont dans les paillettes, et ben, le plus simple, ça va être de faire une insémination. Dans quelle situation vous pouvez avoir du sperme congelé au sécos? Les hommes qui ont fait une autoconservation de sperme avant un traitement gonadotoxique, typiquement avant les chimios ou plein de trucs, hein, les cancers du testicule, avant orchidectomie, etc. Donc tous ceux qui ont auto-conservé du sperme avec des paillettes de bonne qualité, quand ils ont un projet d'enfant, s'ils ont une azoospermie ou une oligo sévère, eh ben vous allez utiliser leurs paillettes. Et le plus simple, si les trompes de leur conjointe sont perméables, c'est de faire une insémination. Et ça a toutes les chances de marcher. Historiquement, on faisait aussi congeler du sperme aux hommes VIH+. Alors un couple VIH+, on en reparlera la deuxième semaine, mais s'il y a une vraie infertilité, et que même si la charge virale plasmatique, elle est indétectable chez l'homme, il y a des situations où il y a un risque d'avoir du virus, du VIH quand même dans le sperme. Ces situations sont lesquelles? Les leucospermies ou toutes les situations d'inflammation ou d'infection génitale. Et donc pour ces hommes-là, VIH+, même s'ils sont bien contrôlés par le traitement avec une charge virale indétectable depuis des mois, on leur fait congeler du sperme pour prendre le temps de vérifier par virologie qu'il n'y a pas de virus dans le sperme. Et du coup, donc on leur fait faire une autoconservation, on envoie une fraction au labo de viro qui nous dit il y a ou pas une charge virale positive dans le sperme. Et une fois qu'ils nous ont dit il n'y en a pas, et ben on va pouvoir utiliser ces paillettes validées virologiquement comme étant sûres pour faire des inséminations. Mais bon, c'est une indication qui disparaît parce que vous savez maintenant que les couples VIH, où il y a l'homme qui est VIH+, les infectiologues, ils donnent leur accord pour des rapports non protégés dès lors que la thérapie avec une charge virale indétectable depuis 6 mois est bien observant. Mais il y a encore ces situations-là rarement, et ça peut arriver aussi parce qu'il y a des couples sérodiscordants, l'homme est VIH+, la femme est indemne, et ils ont peur d'avoir des rapports non protégés. C'est rare, mais ça arrive de temps en temps. Et là, on peut les rassurer en disant, bon, on va conserver du sperme, vérifier qu'il n'y a pas de virus dans le sperme, et du coup, on utilisera en insémination. Et dernière chose, quand on fait du don de sperme, quelle que soit l'indication du don de sperme, un couple de femmes, des femmes seules, une azoospermie chez le conjoint, quand vous avez du sperme de donneur, il est en général de bonne qualité, les paillettes sont utilisables en insémination. Donc voilà les 3 situations où vous allez faire des insèmes, problèmes sexuaux, problème infertilité cervicale, donc mucotrachélectomie, et sperme congelé, si le biologiste vous dit les paillettes sont de bonne qualité. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas d'intérêt de le faire s'il y a un test de Huner négatif? Eh bien parce que le test de Huner, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est, mais on fait un prélèvement de glaire cervicale en période péri-ovulatoire, 12 heures après un rapport sexuel, et on analyse 2 choses dans la glaire cervicale qu'on prélève, l'aspect de la glaire, et il y a un score, le score de Hinsler, qui est compatible, qui dit que la glaire est de bonne qualité ou pas, et on regarde aussi combien il y a de spermatozoïdes mobiles par champ. Donc, le test de Huner, il avait soi-disant pour vocation d'évaluer la qualité de la glaire et l'interaction spermatozoïde-glaire au moment de la période ovulatoire pour dire si il y avait un problème de glaire et s'il n'y avait pas intérêt à faire chez ces couples des inséminations s'il y a un problème de glaire qui était objectivé par un test de Huner négatif. En fait, on s'est aperçu que le fait d'avoir un test de Huner négatif n'était pas du tout prédictif des chances de conception naturelle. C'est ce qui a montré cette méta-analyse-là qui, vous voyez, date parce que c'est vraiment un truc historique, le test de Huner, il faut l'oublier. Mais en gros, les couples qui avaient un test de Huner négatif, donc pas normal, ils n'avaient aucun intérêt à faire des inséminations et ça revenait au même en termes de chances de naissance de leur faire des inséminations ou de leur dire continuez à essayer naturellement. Donc c'est pour ça qu'on a totalement abandonné le test de Huner, qui était déjà très franco-français, hein, les anglo-saxons ne le faisaient pas trop, mais vous pouvez l'oublier. Et même si vos patientes vous ramènent un test de Huner et qu'il est négatif, ce n'est pas une indication à faire une insémination.
C'est pas le problème, c'est pas la cause de l'infertilité. Il faut faire tout votre bilan comme d'habitude et chercher autre chose. Est-ce que l'endométriose, c'est une bonne indication d'insémination? Non, on va en reparler cet après-midi. Parce que l'infertilité dans l'endométriose, elle est multifactorielle et notamment, elle est liée à des problèmes probablement d'inflammation chronique dans l'abdomen, à des problèmes d'adhérence et d'atteinte tubaire qui font que les inséminations ne marchent pas bien. Je ne m'étends pas là-dessus parce qu'on est à la bourre, mais de toute façon, on vous en reparle dans les sessions endométriose. Et les inséminations, à notre sens, globalement, donnent pas des bonnes chances de naissance par rapport à la FIV ou à la chirurgie, selon les situations. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire des INSEM chez une femme disovulatoire à qui j'ai fait plusieurs cycles de STIM simple avec rapport programmé et qui n'est toujours pas enceinte? Qui pense que oui? Pas beaucoup. Donc beaucoup pensent que non et vous avez raison. À partir du moment où le sperme est normal, le couple a des rapports au moment où vous lui dites après l'induction de l'ovulation, il ne semble pas y avoir de bénéfice à faire l'insémination. C'est juste médicaliser quelque chose alors qu'ils peuvent avoir des rapports. Et c'est ce que montrent pas mal d'essais randomisés et de méta-analyses. Ici, vous avez un essai dont Geoffroy Robin vous a parlé hier sur des patientes OPK qu'on s'est amusé à stimuler. Alors, peu importe le produit, mais à qui on a comparé deux groupes, ceux qui avaient des rapports programmés au moment de l'ovulation et ceux à qui on faisait des INSEM. Et en fait, vous voyez que les chances de naissance ne sont pas différentes dans le groupe insémination par rapport au rapport programmé. Donc, quel intérêt de faire des INSEM à ces femmes-là? Pas, s'ils ont des rapports sans problème. Et il y a plein d'autres méta-analyses sur le sujet qui disent la même chose. Enfin, l'infertilité inexpliquée, est-ce qu'il y a un intérêt à faire des INSEM? Grand débat. Il y a depuis des années des études qui disent oui, des études qui disent non. Notre sentiment, c'est plutôt non, parce qu'hier, Pietro vous l'a dit, dans les infertilités qu'on appelle inexpliquées, en fait, il y a beaucoup de causes tubaires non diagnostiquées, et il y a beaucoup d'endométriose non diagnostiquée. Ces deux indications elles-mêmes ne sont pas des bonnes indications d'INSEM. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, il y a probablement des infertilités inexpliquées qui sont des problèmes de fécondation, d'interaction entre les spermatozoïdes et les ovocytes, que vous n'objectiverez pas en faisant des INSEM, alors qu'en faisant une FIV et en voyant ce qui se passe au labo au moment de la fécondation, vous pourrez les mettre en évidence. Troisièmement, il y a des arguments cliniques, puisqu'il y a quand même plein d'études qui se sont intéressées à comparer chance de naissance par INSEM, chance de naissance par FIV, dans cette indication d'infertilité inexpliquée. Là, je vous ai mis quelques exemples, mais il y a des essais randomisés, des gens qui ne concevaient pas depuis 1 an et dont tout le bilan était normal. Je compare poursuite des rapports ou INSEM, je n'ai pas de différence à 30 mois. Donc, quel intérêt de faire des INSEM? Pas grand-chose quand vous lisez cette étude. Ça, je passe. Même chose pour la méta-analyse de 2019 sur le sujet. Je compare plusieurs groupes. C'est que des infertilités inexpliquées. J'ai un groupe expectative, donc qui continue à essayer naturellement. J'ai un groupe stimulation simple, rapport programmé. J'ai un groupe INSEM sans stimulation et j'ai un groupe INSEM plus STIM avant. Et vous voyez qu'en fait, aucune des interventions, que ce soit induire une ovulation ou faire une INSEM, n'apporte de chance supplémentaire de naissance par rapport au groupe qui continue à essayer naturellement. Ça veut dire qu'une infertilité inexpliquée, mais vraiment inexpliquée, il n'y a pas de problème d'ovulation, le sperme est normal, vous avez des rapports complets, enfin le couple a des rapports sans souci, il n'y a probablement pas de bénéfice à faire une INSEM. Donc voilà, ça reste discuté, mais c'est vrai que c'est notre position. On est plutôt FIV d'emblée dans ces cas-là. Et c'est étayé par pas mal d'études de la littérature. Alors, comment ça se passe une insémination? Eh bien, on peut la faire précédée d'une stimulation. Et dans ce cas-là, je vous l'ai dit, en fait, ça se passe exactement comme les cycles de STIM simple. Alors, on peut même faire des INSEM précédés d'une stimulation par clomide, hein. On va en reparler. Nous, on ne le fait pas trop parce que les gonadotrophines sont plus efficaces que le clomide. Et donc, si on se dit, il y a une indication à faire une insémination, je dois stimuler ma patiente parce que, par exemple, elle a en plus un problème d'ovulation.
et ben, on se dit, tant qu'à faire un truc vraiment qui est médicalisé, autant être le plus efficace. Et le fait de stimuler par gonadotrophine, je vous l'ai dit, c'est plus efficace que par clomide. Donc nous, on a pris le parti, à partir du moment où il y a une indication d'INSEM précédée de stimulation de l'ovulation, de faire plutôt des cycles avec gonadotrophine. Encore une fois, tout peut se faire. Vous pouvez appliquer le même schéma avec le clomide. Et en fait, la grosse différence par rapport à ce qu'on a vu, c'est que là, on a quand même plutôt tendance à déclencher l'ovulation parce que ça permet vraiment d'ajuster précisément le timing de l'insémination. L'idée, c'est de faire votre INSEM théoriquement au moment de l'ovulation. Donc c'est sûr que c'est plus facile si je déclenche par de l'ovitrel, parce que je vous ai dit, je suis sûre que dans ce cas-là, elle ovule 36 heures après. Et donc classiquement, une fois que les follicules sont prêts, je fais l'ovitrel et je convoque le couple pour l'insémination le surlendemain matin. Donc pile, de façon à faire mon insémination vraiment pile au moment de l'ovulation. Bon, on verra qu'en fait, le timing de l'insémination, vous avez un battement, hein. Il y a une plage horaire où vous pouvez il y en a qui la font même 12 heures après le déclenchement, d'autres 24 heures après. Enfin, tout peut se faire. L'idée, c'est d'arriver, si possible, au moment ou avant l'ovulation. Toujours pareil, les spermatozoïdes doivent arriver avant l'ovocyte. Combien de cycles on fait d'insémination? En France, il y a 6 cycles d'insémination remboursés par la Sécu, mais on s'arrête fréquemment avant. Pourquoi la Sécu a fixé 6 cycles? Parce que dans cette étude, en fait, ils ont regardé les facteurs prédictifs de chance de grossesse en insémination. Et vous voyez que quand vous regardez le rang, le nombre de cycles faits, les femmes qui ont fait plus de 6 cycles, en fait, elles ont quasiment plus de chances de grossesse. Donc si 6 cycles d'insémination n'ont pas marché, très peu probable qu'un 7e marche. C'est pour ça que la Sécu a fixé la barre à 6. Il nous arrive même d'arrêter à 4. Tout dépend de l'âge de la femme, de sa réserve ovarienne et de votre projet après. Si vous vous dites, cette femme-là, si elle n'est pas enceinte en INSEM, je dois lui faire une FIV, qu'elle a 38 ans, une réserve basse, je ne vais peut-être pas attendre 6 mois d'essai parce que je vais perdre probablement encore de la réserve ovarienne et des chances de stimulation en FIV. Donc gardez en tête entre 4 et 6 cycles d'insémination maximum à adapter à l'âge, la réserve ovarienne, le terrain, quoi. Pourquoi est-ce qu'on stimule par gonado quand il y a une indication à stimuler? Pour la raison que je vous ai dit, quand on stimule par gonadotrophine, on a plus de chances de naissance qu'avec le clomide. Donc on a ce parti pris-là, nous, de maximiser les chances de naissance avec une insémination, mais on peut stimuler par clomide une femme au PK qui a une indication d'INSEM par ailleurs. Tout ça, c'est la même chose. Je passe, ça c'est des études coût-bénéfice, mais c'est toujours dans le même sens que sachez que quand vous faites des INSEM, c'est plus efficace quand vous stimulez par gonadotrophine que par clomide et que quand vous faites un cycle naturel. Pourquoi? Parce que quand vous stimulez par gonadotrophine, vous pouvez avoir 2 follicules qui poussent, plus qu'en cycle naturel, et du coup, qui dit 2 follicules dit plus de chances de naissance. Donc ce raisonnement, il est valable, bien sûr, chez les femmes pour qui vous pouvez prendre le risque d'une grossesse gémellaire. Mais par exemple, une femme qui a la mucoviscidose, à qui je n'ai pas le droit de faire une grossesse gémellaire, si elle ovule normalement, je n'ai pas d'intérêt à la stimuler. D'accord? C'est pareil si je fais un cycle naturel ou un cycle stimulé pour avoir un follicule, ça me donnera les mêmes chances. Par contre, si c'est une femme un peu âgée qui a une indication d'insémination, probablement, si elle accepte de prendre le risque de grossesse gémellaire, le fait de la stimuler avec des gonadotrophines pour chercher un recrutement bifolliculaire plus que mono, ça va m'augmenter un peu mes chances que l'insémination marche. Tout est un rapport de bénéfice-risque et du contexte de votre patiente. Et donc, vous voyez, dans les études qui regardent quelles sont les chances qu'un cycle stimulé marche mieux qu'un cycle naturel en insémination, il y a des sous-groupes de femmes pour qui il y a sûrement un bénéfice à stimuler, qui sont les femmes un peu âgées, qui ont une réserve ovarienne basse ou qui ont déjà eu des cycles d'insème naturels et qui n'ont pas marché. Donc là, c'est sûr que si vous pouvez risquer le recrutement bifolliculaire, il y a un bénéfice à les stimuler par gonadotrophine. Ça, je vous en parle pas, on s'en fiche. Et encore c'est pareil que pour le clomide et les stimes simples. Faut-il ou non déclencher l'ovulation avant une insémination?
le fait de déclencher n'améliore pas les chances que l'insémination marche. Même chose que pour ce que je vous ai dit avant. Par contre, nous, on a pris le parti de le faire parce que ça permet de s'organiser pour le timing de l'insémination, toujours 36 heures après le vitrel. Mais il y a des gens qui ne déclenchent pas pour une insémination. Okay, tout peut se faire. Et encore une fois, le timing, on n'est pas à 1 heure près pour faire une insémination. Dans cette étude, ils reprenaient des cycles d'insémination et ils regardaient si le moment où vous faites l'insémination par rapport à l'injection de vitrelle a une importance et joue sur les chances de naissance. Et vous voyez qu'entre faire l'insémination 12 heures après le vitrel, ou on va dire jusqu'à 40 heures après, ça ne joue pas sur vos taux de naissance en INSEM. Donc, tout le monde fait généralement 36 heures après le vitrel, mais si pour une raison ou une autre, votre patiente s'est mal déclenchée, elle s'est déclenchée plus tard le lendemain matin, vous pouvez quand même le faire 24 heures après. Vous ne lui faites pas perdre des chances. C'est ça que ça veut dire. Ok. Le cathéter que vous utilisez pour faire l'insémination, on vous parlera de la technique parce que c'est la même que pour les transferts d'embryons, mais ça, c'est la 2e semaine. Le type de cathéter utilisé n'a pas d'importance. Et pour vous donner une idée des chances de succès en insémination, le dernier rapport de l'ABM sur les résultats nationaux en insémination vous dit que en intraconjugal, quand vous faites une insémination, le couple a 10% de chances de naissance par INSEM. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Et en don de sperme, c'est un peu mieux, c'est 20%. Pourquoi? Parce que le don de sperme, c'est des indications particulières où les femmes, en fait, sont fertiles. Elles n'ont pas de problème de fertilité. Donc, si je résume, les inséminations, il y a 3 vraies indications, les infertilités cervicales, les problèmes sexuels et les situations où vous avez des paillettes de sperme congelées au sécos. Quand est-ce qu'il faut stimuler avant une insémination? Eh bien, il y a une situation où vous ne pouvez pas vous poser de questions, c'est si votre patiente est oligo-anovulatoire. Là, vous allez être obligé de la stimuler. Elle ne va pas ovuler toute seule. Et probablement, c'est préférable de la stimuler si elle est un peu âgée, avec une réserve basse et qu'elle a déjà eu des échecs d'INSEM en cycle naturel. Vous allez lui apporter un bénéfice à stimuler par gonadotrophine avant l'insémination à partir du moment où vous pouvez viser un recrutement bifolliculaire. Toutes les situations où les patientes ont une contre-indication à la grossesse gémellaire, si elles ovulent par elles-mêmes, il n'y a pas de bénéfice à les stimuler avant l'insémination. Et avec quoi stimuler? Et ben, gonado, vous savez que ça marche mieux que clomide. Après, on fait comme on veut. Alors, le soutien lutéal hyper rapide. Alors, le soutien lutéal, vous avez un cours cet après-midi dessus. Mais globalement, dans les situations où on utilise des traitements comme des gonadotrophines pour stimuler l'ovulation, on arrive souvent avec des taux de stradiol plus élevés qu'en physiologie en phase notamment folliculaire et lutéale. Et ces taux de stradiol, ils peuvent avoir un effet de rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse en phase lutéale et faire que la sécrétion de LH en phase lutéale, qui est celle qui permet de stimuler le corps jaune à produire la progestérone, que cette sécrétion de LH soit altérée et que du coup le corps jaune ne soit pas assez stimulé, ne produise pas assez de progestérone pour que l'endomètre soit réceptif à un embryon. C'est ça l'insuffisance lutéale théorique qu'on peut avoir dans les cycles d'induction de l'ovulation, simple. Et donc les gens se sont posé la question, faut-il ou pas? Alors, vous verrez qu'il y a différentes manières de soutenir la phase lutéale, mais la plus simple, c'est de donner directement de la progestérone. Et il y a différentes formes de progestérone, mais par voie orale, globalement, sauf cas particulier, ça ne marche pas bien. Si vous donnez de la progestérone naturelle, l'utrogestant par voie orale, il y a un métabolisme hépatique qui fait qu'il arrive en quantité trop faible à l'utérus et que donc on n'arrive pas à soutenir efficacement la phase lutéale. Donc on les donne par voie vaginale. Il y a plein de formes possibles, plein de doses, mais retenez que le soutien lutéal, le plus souvent, il est par progestérone vaginale, surtout dans les cycles d'INSEM et de STIM simple, c'est ça qui a été le plus étudié. Et donc, habituellement, on le commence le jour de l'insémination ou le lendemain, d'accord? Donc, en fait, au moment de l'ovulation ou le lendemain. On le donne à la dose, il y a des doses hyper variables dans les études, mais retenez en soutien lutéal dans les stimes simples 400 mg par jour, ça semble être suffisant. Donc c'est un ovule d'utrogestant de sang le matin, un ovule le soir. Et au minimum dans les études, c'est 14 jours.
c'est-à-dire le temps que votre trophoblaste produise lui-même de l'HCG, qui va stimuler le corps jaune pour produire la progestérone. Il va prendre le relais en fait du soutien lutéal. Et donc, ce qui est sorti des études et des méta-analyses, c'est que quand vous stimulez par gonadotrophine l'ovulation, il y a un bénéfice à soutenir la phase lutéale par de la progestérone vaginale sur les naissances vivantes. Parce que c'est des stimes fortes, œstradiol élevé et probablement insuffisance lutéale dans la phase lutéale qui suit ces cycles. Par contre, quand vous stimulez par clomide, comme les stimes sont plus light, pas d'intérêt démontré, mais pas délétère. Donc voilà, il y a un message qui est très simple, c'est quand je stimule l'ovulation par gonadotrophine, je dois au minimum, c'est là, donner 14 jours de progestérone vaginale à la dose minimale de 400 mg par jour. Ok. Est-ce que vous avez des questions? On va faire rapide, sinon vous n'aurez pas trop de pauses, mais on aura l'occasion de revoir ça dans les monitos. Hein. Ouais. Ouais, ok. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a l'histoire du test de migration survie, vous savez, qui permet de savoir combien de spermatozoïdes vraiment théoriquement fécondants on récupère dans le sperme. Et on dit que si le TMS est supérieur à 1 million par millilitre, et ben, il y a des bonnes chances de grossesse naturelle. Or, c'est le seuil qu'on retient pour faire des inséminations. C'est-à-dire que si votre TMS il est inférieur à 1 million, les biologistes, ils n'arriveront pas, même en vous préparant le sperme, à vous donner un échantillon de spermatozoïdes vraiment fécondant. Donc en dessous de 1 million de TMS, je ne peux pas faire d'insème. Au-dessus, je peux, mais du coup, au-dessus, elles peuvent aussi être enceintes naturellement, théoriquement. Donc c'est vrai que historiquement, on disait l'OAT modéré, c'est une bonne indication d'insème. À discuter avec les biologistes en détail, tout dépend aussi des anomalies du spermogramme, mais nous finalement, on n'en fait pas pour ces indications-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas trop mis. Alors, il y a pas mal de questions en ligne, s'il n'y en a pas dans la salle. Ah, il y en a une. Vas-y, le temps qu'on passe le micro, si tu veux en faire une. Compte rendu de Steve. Bon, bah, vas-y. Pour ma question, c'est sur la dose de stimsam, soit par chlomide, soit par gonadotrophine. En cas de envoi de follicules dominants et en cas de contre-indication aux grossesses gémellaires, on va recommencer par diminuer la dose ou garder la même dose? Ouais, moi je diminuerais la dose, que ce soit avec le chlomide ou les gonados. Si tu étais à 1 par jour de chlomide, tu as eu 3 follicules, tu fais un demi comprimé par jour le cycle suivant. Et gonado, bah, si je suis partie à 50, peut-être je vais commencer à 25. Voilà, il faut s'adapter d'un cycle à l'autre. Alors, il y en a qui demandent s'il faut commencer par de la FSH recombinante, puis passer par de la FSH recombinante plus LH. Donc, je sais pas. Donc ça, la question sur les gonados, la réponse est la même que j'ai fait à chaque fois. En fait, le fait de donner un mélange de FSH-LH, ça n'améliore pas les résultats chez une femme qui n'a pas un hypo-hypo. Donc stimulé par de la FSH seule versus stimulé par un mélange de FSH-LH, vous aurez les mêmes chances de naissance chez une femme au PK par exemple. Donc il n'y a pas de gradation. Si jamais la FSH recombinante n'a pas marché, ça n'a pas d'intérêt de passer à un autre mélange, quoi. Enfin un mélange des deux. Après, quelqu'un s'interroge sur pourquoi on ne dose pas la FSH à J12 dans les stimulations simples au chlomide. Dans les stimulations simples au chlomide. Est-ce qu'il faut doser la FSH à J12? Je ne saurais pas trop quoi en faire, de doser la FSH. Vous allez voir qu'elle est... Alors à J12, peut-être le chlomide a arrêté de faire effet, mais potentiellement elle peut être un peu élevée. Enfin, en fait, on n'en fera rien, donc on la dose pas. Les trois hormones informatives, si vous devez en doser, c'est celles que je vous ai dit, œstradiol, LH, progestérone, parce qu'ils permettent de savoir à quel moment du cycle on est, quoi, si elles n'ont pas ovulé, si elles sont pas en train d'ovuler, et d'évaluer le risque de grossesse peut-être multiple. Oui, la LH, elle est souvent élevée dans les cycles de chlomide, d'une part parce que c'est des OPK, d'autre part parce que c'est un anti-œstrogène qui fait augmenter l'hypophyse. Mais bon, on dose pas la FSH, parce que pas d'intérêt.
Donc, il y a pas mal de remarques à propos du step-up le dose et on augmente les doses de gonado dans le même cycle, etc. Donc peut-être redire qu'on augmente bien les gonadotrophines dans le même cycle dans ce protocole. Ouais. Là, c'est pas sur un autre cycle suivant. Non. Et après, dans le SOPK, est-ce qu'on commence, après le clomide, est-ce qu'on doit d'abord faire une stimulation par step-up le dose ou stimulation simple? Je pense que tu as dû y répondre. Disons que si vous donnez du clomide, c'est qu'elle a un SOPK anovulatoire. Et donc, si le clomide ne marche pas et que vous vous dites, je fais une deuxième ligne, c'est les stims par gonado, comme c'est un SOPK, step-up low dose obligatoire. Sinon, vous allez avoir un recrutement trop important, quoi. Et après, concernant la stimulation simple, est-ce qu'il y a des indications à introduire un antagoniste de la GnRH? Ouais, j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais vous aurez les diapos. Il y a des gens qui se sont dit, si je donne un antagoniste de la GnRH pendant ma stimulation, je vais diminuer mon risque d'ovulation prématurée. Je vais aussi éviter la lutéinisation prématurée du follicule, c'est-à-dire sa transformation et sa production anticipée de progestérone. Du coup, si jamais la progestérone s'élève très tôt dans le cycle, vous savez que ça va décaler, ça va jouer sur la réceptivité de l'endomètre et ça va avancer la fenêtre d'implantation. Donc le risque, si la progestérone s'élève trop tôt, c'est qu'au moment où elle est enceinte et que l'embryon arrive dans l'utérus, l'endomètre soit plus réceptif. On en reparlera à plusieurs occasions, notamment en FIV. Donc en tout cas, il y a pas mal d'études qui regardent les injections d'antagonistes de la GnRH en cours de cycle d'insémination ou de stim simple avec gonadotrophine et qui n'ont pas montré de bénéfices sur les chances de naissance. Donc en fait, nous, on n'utilise pas de façon systématique des antagonistes de la GnRH. On les donne que si la patiente est prête, par exemple un vendredi. Elle a un follicule mature un vendredi. Mon labo ne fait pas d'insème le dimanche. Donc en fait, je ne vais pas pouvoir la déclencher le vendredi soir et faire l'insème le dimanche. Et pourtant, elle a un follicule mature. Et je ne veux pas qu'elle ovule avant l'insémination. Et bien là, exceptionnellement, il nous arrive de refaire le vendredi soir une dose de gonadotrophine et d'ajouter une injection d'antagoniste de la GnRH pour pas qu'elle ovule ce soir-là sûr. Et du coup, de déclencher le lendemain, samedi, pour faire l'insémination lundi. Nous, les antagonistes de la GnRH, on les utilise que pour ajuster le timing de l'insème, car notre labo ne peut pas préparer du sperme pour une insème le dimanche. Mais on ne le fait pas en systématique. Il y a des équipes qui le font en systématique. À J6, non, mais parce que je vous en ai pas parlé, mais il y en a qui le mettent à J6 du cycle à S6, au 6e jour de stim avant une insème. Ils ajoutent de l'antagoniste en plus de la gonadotrophine tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit prête. Et comme ça n'a pas montré d'intérêt, on évite qu'elle se pique 2 fois. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Ok. Il y a encore plein de questions, notamment quand arrêter les injections de FSH si pas de follicule supérieur à 17? Ouais, ça, on l'a un peu dit. On l'a dit. Moi, je vous ai dit, si au bout d'un mois, à varier vos doses, à augmenter de palier en palier, vous n'avez pas de recrutement, je pense qu'il faut arrêter et passer à la FIV. Et après, il y en a qui se posent l'intérêt sur le dosage de la progestérone, normalement, notamment en phase lutéale après la stimulation. Il n'y a pas d'études. En fait, pour vérifier qu'elle a bien ovulé naturellement, peut-être? Non. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est plutôt pour l'histoire du soutien lutéal, je sais pas. On reparlera des dosages de progestérone en phase lutéale, mais c'est plutôt dans les cycles de FIV. Il y a des gens qui se disent que si la progestérone est très basse en phase lutéale, du coup, il y a plus de risque de fausse couche, mais je vais pas rentrer dans ce détail. En gros, on ne dose pas la progestérone en phase lutéale dans les insèmes ou dans les stims simples. Je vous ai dit, il faut juste soutenir la phase lutéale quand on fait des stims par gonadotrophine. Voilà. Et vous assurer une phase lutéale suffisante chez toutes les patientes, quoi. Et puis, peut-être encore une dernière question, mais il y en a qui se posent des questions sur le protocole combiné clomide ou létrozole plus suivi de gonadotrophine. On en a parlé hier déjà, avec Geoffroy Robin. Il a dit que ça ne sert à rien, c'est de la cuisine, respectons les règles, quoi. Ça peut se faire, mais en fait, ça n'a pas d'intérêt, quoi.
Voilà. Et puis, Oui, on peut toujours tout faire en FIV. Ouais. est-ce qu'il y a des indications à induire une réponse bi- ou trifolliculaire en fonction de l'âge de la patiente? Bah, nous, trifolliculaire, on veut pas parce qu'on considère qu'il y a quand même un risque de grossesse triple et à 3, on annule les cycles. Après, je sais qu'il y en a qui déclenchent à 3 follicules après 40 ans, par exemple, parce qu'ils se disent bah, le risque de grossesse multiple, il est faible, ça maximise mes chances de grossesse. C'est une histoire de bénéfice-risque. Nous, on veut pas de triplé et on évite les jumeaux. Parce que trop de morbidité obstétricale, périnatale, maternelle, quoi. Bon, je pense qu'on a Bon, fait à peu ok, près le allez. tour. On va faire petite pause, non? On va faire une petite pause. Ouais. Vous pouvez venir me voir si vous avez des questions. Merci.